la foulée, un matin d'avril, me semble-t-il, de 2012, mon père vient boire le café avant d'aller travailler chez moi un matin, Sympa. impromptu, et il me dit: Émilie, je n'en peux plus, je vais divorcer ta mère. Bref, mon père m'annonce ça, et puis dans la foulée, ma mère vient me parler, et tout ça, et tout ça. Et au bout de quelques temps, ma mère me dit: écoute, Émilie, je vais partir. Je vais partir aux États-Unis, je vais aller chez nos cousins. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est mes cousins à moi et à mon père, c'est pas ses cousins à elle. Ah, ça... Mais je crois qu'avec ma cousine, elles étaient copines avant le mariage de mes parents. D'accord. Genre, elles allaient à la même gym, tu vois, truc du style. D'accord. Et elle me dit: écoute, je vais aller chez Pierre et Gilou, en Arizona, à Chandler, et puis j'y vais en touriste, et puis on verra. Advienne que pourra, quoi. Exactement. Ouais. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Changer de pays, changer de métier, changer de vie, c'est le triple défi qu'a relevé celle qu'on appelle Chef Émilie, une Française installée aujourd'hui dans la campagne du Tennessee qui a troqué l'optique, le métier qu'elle exerçait en France, pour la boulangerie artisanale. Le début de son histoire est tout simplement incroyable et vous allez voir le reste de son récit tout autant. En 2013, alors qu'elle vient d'apprendre le divorce de ses parents, Émilie enchaîne les surprises. Sa maman lui annonce son envie de partir vivre aux États-Unis. À ce moment-là, Émilie n'est pas très épanouie dans son travail et elle décide, pourquoi pas moi, je vais suivre ma maman. Sans plan précis initialement, les deux Françaises s'installent et là-bas, mère et fille découvrent une vie très différente. Mais vous allez voir que ce sont des rencontres qui vont changer la destinée de ces deux femmes au pays de l'oncle Sam. Je ne vous raconte pas tout, parce que je voudrais pas vous spoiler l'épisode, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, Émilie va complètement se réinventer professionnellement, puis va tout plaquer pour partir s'installer au Tennessee, là d'où elle nous parle aujourd'hui. Et vous allez voir que son parcours, il est en fait pas seulement professionnel, il est aussi profondément personnel. On va parler de lâcher prise, de réinvention, de toxicité, d'hypersensibilité. Je vous promets que c'est un épisode qui mérite que vous y accordiez un peu de temps. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go to Tennessee. Donc bonjour, je m'appelle Émilie, je suis boulangère dans le Tennessee, vraiment perdue dans la campagne du Tennessee, et j'aurais jamais pensé atterrir ici. C'était pas prévu, voilà, et on est là, et c'est pas fini. Très bien, écoute, on va revenir sur tout ça. Bienvenue Émilie dans French Expat et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai envie de dire first things first, c'est où le Tennessee pour ceux qui ne le situent pas forcément sur la carte des US? Alors le Tennessee, c'est considéré comme être dans le sud des États-Unis, alors que si tu regardes sur la carte, en fait, c'est plus au milieu, on va dire, mais un peu plus à l'est. En dessous, on a la Géorgie, si je dis pas de bêtises, et au-dessus, on a le Kentucky. Voilà, pour situer. Eh ben, merci beaucoup. Ça fait un petit moment, toi, que tu es installée aux États-Unis. On va revenir sur tout ça. Mais tu le sais sans doute, moi, j'aime bien procéder de manière chronologique et faire un retour rapide. Est-ce que tu pourrais me présenter un peu, je sais pas, ta vie en France avant ton départ, justement? Oui, alors j'avais une vie bien différente. J'étais monteuse-vendeuse en optique-lunetterie. Pour ne pas dire, en fait, j'étais opticienne non diplômée. J'ai passé le BTS, mais je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu le BEP qu'on te fait passer en fin de première année. Et donc, j'avais ce statut monteuse-vendeuse en optique-lunetterie. Je travaillais... j'étais au chômage juste avant de décoller pour les États-Unis. Mais c'était... voilà, c'est pour ça que je suis allée à l'école. Et j'avais signé mon premier... contrat à durée indéterminée à Perpignan, donc là où je suis née. D'accord, d'où ce petit accent chantant. Oui, et encore que j'ai tendance à être un peu un caméléon et à me copier aux gens avec qui je parle. Donc c'est vrai, quand je parle avec ma famille, mon accent revient, c'est la folie.
Mais quand je parle avec quelqu'un qui a un accent un peu moins prononcé, des fois, je me calque un peu à ça. C'est dingue. Ouais, c'est un peu chelou. C'est quoi une grande empathie que t'as? C'est ça. Mais je savais pas que ça allait jusque-là, en fait. Ouais, c'est ouf. C'est ça. Et alors, du coup, ton grand move vers les États-Unis, c'était en quelle année? C'est 2012, 2014? 2013. Tu vois, j'étais ça, t'étais là, t'étais à côté. En 2013. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'idée ne vient pas de moi. Donc, pour te resituer, début 2012, je me retrouve au chômage. Donc, j'avais signé mon premier CDI dans une société où je sentais que je grandirais pas, qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution, etc. Donc, j'ai quitté ce CDI au bout de 3 ans. Et je suis partie travailler à la concurrence parce que j'avais une copine à moi avec qui j'avais travaillé avant, qui m'avait dit « cherche quelqu'un, etc. » Je me suis dit « allez, fonce Émilie, il faut tenter un truc ». Et donc, je postule, je suis prise de suite. Je comprends qu'ils sont un peu... ils cherchent quelqu'un assez rapidement, etc. Ça se fait assez rapidement. Je pose mon préavis dans la foulée et le mois d'après, je commence avec eux. Et au bout de 3 ou 4 mois, ils me licencient de façon absolument injuste. D'ailleurs, je les ai suivis, comment on dit poursuivis au prud'homme et j'ai gagné. D'accord. Mais... donc, je me retrouve complètement assommée par le truc parce que c'était vraiment, tu vois, j'avais quoi, 25 ans, j'avais 25-26 ans par là. Ben, ça me tombe un peu dessus comme un énorme coup de massue, je ne l'ai pas vu venir, je l'ai pas vu. Enfin, ça a été vraiment coup dur, vraiment coup dur. Donc, je me retrouve au chômage, je ne sais vraiment pas ce que je veux faire de ma vie, je sais que je ne veux pas retourner dans le business parce que... c'est l'époque où, avec les mutuelles, il commence à y avoir des accords pour que tu puisses avoir le tiers payant avec une mutuelle. Tu passes des accords de faire certains tarifs aux adhérents, etc. Et c'était devenu trop argent. Moi, ce que j'aimais dans le métier, c'était le contact avec les clients, c'était de rendre service, c'était de rendre un truc qui n'est pas nécessairement fun pour certaines personnes, de le rendre un peu plus fun. Et alors, ce que je kiffais vraiment le plus, c'était l'atelier, faire les montages. On reçoit les verres en palais. L'artisanat, quoi, en fait. Exactement. Je ne savais pas déjà à cette époque-là. J'étais vraiment pas éveillée du tout. Hein. Tu sais, j'étais vraiment dans un truc. Bon, en même temps, tu sortais d'école, c'était tes premiers jobs. J'étais tellement jeune. Je savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce que je voulais de ma vie. Je savais juste que j'aimais bien faire tout ça. Mais c'est vrai que le manuel, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours été très manuelle et très artistique. Quand j'étais gamine, fille unique, quand je jouais toute seule, je me fabriquais mes petits trucs et tout. Enfin, vraiment toujours été très manuelle. Donc, j'adorais ça. Et je sais plus où est-ce que j'en étais déjà dans mon histoire. Et ben que l'idée, du coup, de partir outre-Atlantique n'est pas venue de toi initialement. C'est ça. Donc, donc quand je me retrouve au chômage, je suis vraiment, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et donc, dans la foulée, un matin d'avril, me semble-t-il, de 2012, mon père vient boire le café avant d'aller travailler chez moi un matin, impromptu, et il me dit: «Émilie, je n'en peux plus, je vais divorcer ta mère». Ah waouh! OK. Et si tu veux, j'ai 25 ans je crois que j'ai 25 ans. J'ai 25 ans et là, mon père me dit ça, je suis au chômage, je suis déjà au fond du seau, tu vois? Je sais pas ce que je vais faire de ma vie et mon père, il vient comme, un peu cher. Et donc bon, en vrai, je comprends. Tu comprendras plus tard dans la conversation pourquoi, mais bon, ma mère, c'est un morceau, quoi. Et donc étonnée, mais pas trop quand même, tu vois? C'est juste que le timing était, incroyable. Bref, mon père m'annonce ça et puis dans la foulée, ma mère vient me parler et tout ça et tout ça. Et au bout de quelque temps, ma mère me dit: «Écoute Émilie, je vais partir. Je vais partir aux États-Unis, je vais aller chez nos cousins». Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est mes cousins à moi et à mon père, c'est pas ses cousins à elle, tu vois? Mais je crois qu'avec ma cousine, elles étaient copines avant le mariage de mes parents, genre elles allaient à la même gym, tu vois? Truc du style. Et elle me dit: «Écoute, je vais aller chez Pierre et Gilou, en Arizona, à Chandler et puis, j'y vais en touriste et puis, Ah, on tu verra viens ce que qui se pour là, passe». quoi. Ouais. Exactement. Et donc moi, Tu au connaissais les chômage, US un peu? Enfin, genre, je tu étais connaissais allée les pas. voir, du coup? J'avais pas encore été, les voir, mais mes parents, avant de divorcer, y avaient été déjà 2 fois, je crois. Ils avaient fait, des petits trips Arizona, Nevada,
peut-être un peu de Californie. Tu vois, ils avaient fait Petite boucle touristique, quoi. Voilà, 2 fois, il me semble. Et du coup, quand ma mère me dit ça, je dis: «Écoute, moi, je suis chaude, mais j'y suis jamais allée, donc ça te dirait pas qu'on y aille passer des vacances, genre 15 jours, que je vois un peu comment c'est, l'Arizona et cetera?» parce que vraiment, je connais pas du tout. Et donc on a été, passer, 15 jours au mois de novembre 2012. On a été passer 15 jours chez nos cousins, on a fait un peu de tourisme, un peu de farniente parce qu'en fait, au mois de novembre, c'est le temps parfait pour aller à la piscine en Arizona. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est quoi tes premières impressions du coup des États-Unis, de ce pays que tu connais pas? C'était un pays qui t'attirait à l'avance ou pas Pas du particulièrement? tout, pas spécialement en fait, OK. pas spécialement. Mais en fait, ça m'a vendu du rêve et comme à cette époque-là, je ne savais pas ce que je voulais dans la vie, je ne savais pas ce qui me rendait heureuse, quand je me suis rendue compte de la vie qui menait sur place, de la grandeur des choses, puis c'est beau l'Arizona, enfin, c'est quand même un paysage assez unique, quoi. Et j'ai été impressionnée, j'ai trouvé ça beau, je me suis dit: «Waouh!» tu vois? Waouh, c'est le rêve américain, quoi. Ça m'a un peu, Ouais. ça m'a fait un peu de l'effet quoi, vraiment c'est grandiose et tu peux mener la grande vie et à l'époque, je croyais que c'est ce que je voulais donc forcément j'ai été, Ouais. ça m'a un peu jeté de la poudre aux yeux quoi, tu vois? Ouais, ouais, C'était ouais, je waouh! comprends. Donc voilà, donc on y a été passer 15 jours et j'ai dit à ma mère: «OK, let's go, il faut qu'on s'organise». Donc elle s'est organisée de son côté, elle Attends, attends, était, attends, tu dis: «Let's go», genre on va s'y installer? genre: «On va s'y installer, on y va, Toutes les on 2? y va». Ouais, toutes les 2, on part toutes les 2. On a, donc on s'est comme je dis, on s'est organisé, elle a quitté son boulot, elle a négocié une rupture conventionnelle pour partir avec un petit pactole. Moi, j'étais encore au chômage. J'avais rien de vraiment à gérer à part, vendre tous les meubles que je venais d'acheter il y Ouais. a 1 an ou 2 avant parce que je venais de m'installer dans un appart. OK. C'était pas prévu, du tout, Bien quoi. sûr. Et donc j'avais une voiture en leasing, j'avais plein de trucs, tu vois, de trucs comme ça à régler. Ouais. Donc ça nous a pris quelque temps et puis bon, il a fallu qu'ils divorcent aussi, hein, donc ils ont divorcé, je crois que le divorce a été prononcé, ou avant ou après notre voyage là de 15 jours. Et vous voulez partir pour faire quoi? Et dans quel contexte? Écoute, vraiment à l'arrache. Moi, je n'avais aucun plan, aucune idée de ce que j'allais faire. Ma mère, en déconnant, me disait: «Oh ben, on va ouvrir une boulangerie ou un petit business de bouffe française et ça marchera parce qu'on est française et tout ça». J'étais là: «Ben, ouais, mais enfin, on ne sait pas ce que ça prend de faire un business, on ne sait pas du tout». Je dis: «C'est tendu quand même». Je dis: «Écoute, on y va et puis on verra, on verra». Et d'un point de vue immigration, vous bougez sur quoi? On était en touriste, donc on y est arrivé, on restait, un peu moins de 90 jours, les 90 jours autorisés. On rentrait en France pour 15 jours ou 3 semaines et on repartait. Mais les choses sont allées extrêmement vite. C'est-à-dire que on se décide, on part donc le 26 avril 2013. OK. On arrive à Sky Harbor à Phoenix. Nos cousins viennent nous chercher et alors là, tout s'enchaîne, mon pauvre, mais improbable. La première chose, nos cousins nous ont trouvé un appartement. C'était prévu qu'on crèche avec eux le temps de se trouver un truc. Finalement, ils ont une amie à eux qui a fait un investissement, immobilier, qui a acheté un appartement pour le louer. Donc, ils ont dit: On a déjà des locataires pour toi». Donc, on avait un prix d'amis en plus. Trop bien. Dans la foulée, on va s'acheter une petite voiture. Petite voiture. Une petite voiture Une américaine, quoi. une petite voiture américaine, bon, un peu vieille, mais un gros SUV, américain, bon, très cliché, quoi. Dans la foulée, bon, ils nous ont meublé l'appartement, donc ils Ah ouais, nous sympa les cousins. écoute, ils nous récupèrent à l'aéroport: «Oui, on a une petite surprise, on vous a trouvé un petit appart». On arrive, l'appart, il est meublé et tout, quoi. En Ah fait, waouh. le mari de ma cousine était dans l'immobilier donc et ils avaient toujours, des grandes maisons ou beaucoup de maisons qu'ils louaient meublées et cetera et ils avaient pas mal de meubles en garde-meubles donc ils ont pris l'occasion de se débarrasser de meubles et ils nous ont meublé un appart. Ils nous avaient acheté les lits, les matelas, la télé, mais on est rentrés, le truc était installé, quoi. C'était un truc de ouf. Et ça a été quoi votre réaction du coup, Et ben, moi j'étais en larmes parce que bon, je suis une hypersensible et que voilà, tout me fait pleurer. Mais ça encore plus, quoi. Ils se sont occupés de nous comme, vraiment ils nous ont chouchoutés, c'était incroyable, hein. Et c'est vraiment parce qu'on est la famille, quoi, parce qu'ils feraient pas ça pour, n'importe qui, tu vois? Mais c'est quand même un truc de ouf, le temps qu'ils ont pris et pour nous arranger aussi bien, quoi.
Donc ça, c'était mois d'avril 2013. Dans la foulée, eux rentrent en France parce que l'été en Arizona, on a compris pourquoi Très, ils très rentraient chaud. en France. Les premières factures d'électricité, on a fait venir un électricien pour être sûr que la clim marchait bien parce qu'on était un petit peu hallucinés. Mais non, Est-ce que vous c'est aviez ça. la clim à C'est ça. fond, c'est ça ou... C'est ça. Ah ouais, la clim, tu te rends compte quand il fait 45 dehors et que la nuit il fait 35, la clim, Ouais. elle, voilà, Elle tourne en non-stop. elle tourne non-stop et la facture d'électricité, la première, quand elle est arrivée, on n'était pas bien. Hein. On s'est regardé. Bref, donc nos cousines nous présentent Carlo. Carlo, un homme, à l'époque, il avait, je crois, 65 ans, je dirais. Un Italien qui avait passé des années à Boston. Il a rencontré à Paris, dans les années 70, une Américaine qu'il a ramenée aux États-Unis. Donc, il a passé 40 ans à Boston, je crois, un truc comme ça. Après, il est venu s'installer en Arizona. Donc, Et quelqu'un qui connaît bien les US, mais qui connaît aussi les challenges de l'immigration, quoi. exactement. D'ailleurs, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, Carlo est encore illégal. Je crois que sa carte verte, elle a expiré, qu'il n'a jamais renouvelée. Mais écoute, chacun sa merde. C'était quoi, un ami de tes cousins ou... C'était le manager du restaurant à côté de là où mes cousins habitaient. En fait, ils habitaient à l'époque à côté d'un cours de golf à Chandler et ils allaient manger au restaurant 2-3 fois par semaine parce qu'il y avait ce type qui était italien et qui faisait de la bouffe italienne pour de vrai, tu vois. Et donc, comme ils aimaient bien manger, ils se régalaient d'aller manger chez Carlo au golf. Donc, il nous présente Carlo. Carlo parle couramment français. Donc, Carlo est trop content d'avoir 2 meufs françaises avec qui traîner et avec qui parler un petit peu le français. Dans la déconnade, moi, j'avais dit à ma mère, écoute, maman, on va te trouver un riche américain. Tu vas te marier et tu vas avoir les papiers. Et du coup, je vais avoir les papiers aussi. Tu vois, moi, c'était ça l'idée. Donc, toi, tu te plaisais quand même à l'époque, tu te projetais vachement à l'idée de t'installer aux US, quoi. Exactement. Je me dis, je sais pas ce qui va se passer, mais on est là, on le vit, on le fait et advienne que pourra. Mais vraiment, je me rends compte, mais quelle inconscience. Bah ouais, mais en même temps, c'est un peu ça aussi qui fait que, Ah ben ouais, enfin, j'en qui serais fait pas là. que, enfin, je veux dire, sans rêve, on n'avance pas, quoi. Enfin, C'est ça. Mais le truc, c'est que j'avais pas de rêve, en fait. J'avais pas d'objectif. C'était vraiment, je suis là, allez, on est bien, on tente, Ouais. quoi. Bah, la naïveté, pas du tout de manière péjorative, mais C'est finalement ça. la Oui, naïveté, oui, de la absolument. jeunesse peut-être aussi, Absolument. moi je suis passée par là et je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est moi aussi. Je C'est suis vrai? complètement perchée. Donc, si tu veux, voilà. Et Carlo, bon, moi, je me régale de cuisiner avec lui parce que c'est vrai que j'adore cuisiner et il m'apprend des trucs un peu italiens. Il fait des trucs un peu sympas. Il m'apprend à faire du fried chicken, tu vois, ce genre de trucs. Et franchement, je kiffe. Et donc, il nous invite toujours, je sais pas, au moins une fois par semaine, il nous invite. Mais il fait pas chez lui. Il nous invite chez ses amis et c'est lui qui cuisine chez ses amis parce que lui, il vit dans un appartement trop petit, tu comprends. D'accord, d'accord, ouais. Mais ses copains qui ont du pognon, qui vivent dans de grands appartements, en face le golf, tu vois, on y va le dimanche midi, il nous fait à manger et tout le monde est content. Ah, trop bien. Et en fait, en déconnant, j'ai dit à Carlo, bah, écoute, tu vas lui trouver un mari, à ma mère. Bon, il a trouvé un mari à ma mère. C'est vrai? Un jour, il dit à ma mère, alors je vais pas essayer d'imiter Carlo parce que bon, voilà, mais il nous appelait Bella, Ella Bella. D'accord. Eh Bella, je t'ai trouvé un homme. Écoute, il est veuf, il est gentil, il est riche, il habite dans ce quartier et il était le CEO d'une grande compagnie d'assurance médicale aux États-Unis. D'accord. Donc, bon, il nous vend du rêve, quoi, Carlo. Il nous dit, t'inquiète pas, je l'invite, hein, je te l'amène. Voilà, tu Et te ta mère démerdes a après. réagi comment à ça, Et ta ma mère? mère, elle dit, OK, bah écoute, allons-y. Donc elle aussi, elle se projette et ton plan un peu timbré, elle y croit, enfin elle est OK, quoi? Ma mère, son objectif, c'était devenir riche, si tu veux, et de se marier à un Américain riche. Je veux dire, le Ouais, elle chemin check était tout toutes tracé, les quoi. cases. Et donc, on rencontre Fred, qui est d'ailleurs décédé été 2021. Depuis, donc, ça me fait toujours un peu bizarre d'en reparler alors qu'il est parti, mais Fred est un homme extraordinaire. On va à ce fameux repas, on rencontre Fred. Je vois bien que c'est à chit-chat avec ma mère et tout. Donc là, Kiff, quoi, ça matche bien? voilà, donc je fais, tu vois, je regarde Carlo et tout. Je suis là, je crois que il va lui demander de la sortir, quoi, en date. Et en fait, ben oui, hein. Et puis alors, incroyable, Fred est venu me voir, il m'a demandé la permission.
Ah ouais, classe, d'accord. Ah, mais incroyable. Cet homme était incroyable. Et donc, il a sorti ma mère en date. Ils sont allés un dimanche, ou je sais plus quand, je sais plus quel jour, ils sont allés au casino. Et alors, ma mère, évidemment, ça lui en a mis plein les yeux, évidemment. Ils ont été manger au casino. Ils ont joué un petit peu, tout ça, tout ça. Fred était un grand, grand joueur de blackjack. Le genre de joueur que si t'es assis à la même table que lui, ben, t'es intimidé, tu vois. D'accord. Ouais, ok, d'accord, je vois le genre. Il jouait à la High Limit Room. C'est quoi? C'est là où tu bets encore plus, où tu paries encore plus Tu gros. paries des énormes sommes? Ouais, je crois que c'est minimum 100 $, la D'accord, même. ok. Donc la grande vie, quoi, elle s'y voit déjà. Et je vois bien que Fred, il est au taquet et tout. Et puis, Donc rapidement. Carlo, il faudrait qu'il lance son agence matrimoniale, en fait. Ben écoute, carrément, hein, je pense que c'est pas le premier couple et ce sera pas le dernier non plus. Donc, vraiment, il devrait considérer. Donc, ma mère quitte l'appartement assez rapidement. Au départ, elle a passé 2 jours et puis elle revient et puis elle repart 2 jours et puis après elle part la semaine et puis après elle vient passer 2 jours avec moi. Puis au final, je me retrouve toute seule dans cet appartement. Et entre-temps, j'ai quand même rencontré mon mari. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Alors, figure-toi que quand nos cousins ont été partis rentrer en France et on s'est retrouvés que toutes les deux avec ma mère, on a squatté pas mal la piscine parce que donc il fait très chaud. L'appartement où on était, nous, c'était un appartement dans un complexe avec une piscine commune. Et donc, on traînait à la piscine de temps en temps avec ma mère. On a rencontré une bonne femme qui nous a entendu parler français. Si tu veux, elle a engagé la conversation. Et puis moi, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, on connaît personne. C'est le temps de se faire des amis et des contacts. J'ai dit, on va l'inviter à l'apéro. Je ferai à manger à la française un apéro dînatoire. Et puis, faisons-nous des amis, quoi. Essayons de sortir et de rencontrer des gens. Et cette bonne femme, bon, très gentille, et puis elle nous dit il faut vous trouver quelqu'un et tout. Et puis elle nous dit qu'elle a rencontré son boyfriend John. Alors c'est marrant, je me rappelle plus de son prénom, mais je me rappelle du prénom de son mec. Elle a rencontré son boyfriend sur un site elle nous donne le nom et tout, Zousk. Elle dit allez rencontrer des gens et tout. Bon, ma mère avait déjà plus ou moins rencontré Fred à ce moment-là, donc je me dis écoute Émilie, qui ne tente rien n'a rien, allons-y. Ah, toi, t'es vraiment en mode. Ah, mais écoute, YOLO, quoi. Je suis tout, quoi. Ouais, d'accord, ok. J'ai rien à Pas perdre, j'ai compliqué. rien d'autre. Si tu veux, j'ai pas de. Donc, il faut se créer des trucs, quoi. Ah, absolument. Et donc, j'avais déjà fait un petit peu les sites de rencontres en France. Hein, on va pas se mentir, j'avais fréquenté un petit peu ces sites-là. Je me décide donc à m'inscrire sur Zousk. Et le seul mec à qui je parle, c'est Andrew, donc mon mari. Ah, d'accord. Le seul mec à qui je parle. Mais genre, ça fait 2 jours que je suis sur l'appli, je regarde un petit peu ce qui se passe, je reçois des messages, mais j'ai pas trop envie d'engager la conversation. À cette époque-là, mon anglais, il est C'est ce que j'allais te Christian demander, à peu ouais. près. Donc, Jean-Michel à peu près. Jean-Michel à peu près, c'est ça. Donc, tu sais, et puis bon, tu scrolles, et puis bon, on avait une voiture, mais on avait un téléphone portable qu'on se partageait. D'accord. Donc, bon. Ouais. J'ai pas répondu de suite et j'ai répondu à Andrew. Voilà, j'ai répondu à Andrew. Et de ce qu'il me raconte depuis le début, j'ai été aussi la seule personne à qui il a parlé. Pareil, il s'est inscrit genre le Au même jour moment. que moi, ou enfin au même ouais. moment. Et D'accord. on a été les seuls avec qui on a parlé. Voilà. On a pris contact assez rapidement. Alors après, Zousk, il te demande un abonnement ou je ne sais trop quoi. Donc, on s'est de suite échangé Ah, nos d'accord. adresses Pour mail. pouvoir continuer hors de l'appli. Voilà. D'accord. Et en fait, on a joué un petit jeu. J'ai dit, écoute, on va apprendre à se connaître. J'ai dit, moi, je suis française. Je vais pas rencontrer des gens que je ne connais pas comme ça en 5 minutes dans un pays où je parle à peu près la langue. Donc, je dis, avant de me sentir à l'aise, chattons un petit peu. Et donc, on a fait un échange d'emails, questions-réponses pour apprendre à se connaître. Je dirais qu'au bout de quelques jours, je me décide d'aller le rencontrer. C'était un vendredi soir. Il venait d'acheter une voiture ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi il était allé acheter une voiture ce jour-là, alors qu'il savait qu'on avait une date. C'était trop chelou comme truc, comme situation. Mais il est allé acheter une voiture, ça lui a pris plus longtemps, il était en retard, etc. Le premier date se passe très bien. Vous faites quoi alors de votre date? Raconte un peu. Alors, fais-moi le rêver. premier date, il m'a fait venir dans un petit bar de comment ça s'appelle? Street Mall. Vraiment un petit boui-boui, un petit bar indépendant qui est à côté de son appartement à l'époque. Il est déjà branché très craft beer et moi, je n'y connais absolument rien. C'est vrai que les bières artisanales, c'est un gros truc aux États-Unis. Et à l'époque, il était Tout le monde très, fait sa bière. Ouais, c'est ça. Il en a fait. Et puis, il fréquentait beaucoup de gens dans le milieu. Comme il travaille dans les hôtels et il travaille
beaucoup avec les gens du service en général. Mhm. Donc, il a un réseau d'amis, ils sont tous très branchés bière, quoi. Donc, bref, D'accord. on se retrouve dans ce truc, il me sort la carte, je dis là, je ne sais pas, parce que je connais rien, je comprends rien. Mon anglais, Jean-Michel, à peu près, on a passé la soirée, heureusement qu'il y avait du Wi-Fi, que je pouvais traduire un petit peu avec une application, tu vois le truc. Mais en plus, c'était compliqué parce que j'avais pas de forfait aux États-Unis, on avait que ce petit téléphone à clapper, donc j'avais mon iPhone français, Qui marchait que sur Wi-Fi, du coup. qui ne marchait que sur Wi-Fi. Heureusement qu'aux États-Unis, quand même, tu trouves du Wi-Fi à peu près partout. Mais donc voilà, comme on est arrivé un petit peu en retard à ce bar, il a fermé. Je crois que il était genre 10h du soir, et on a fini dans un autre bar. Ah oui, d'accord. Tu n'avais pas envie de vous arrêter là, quoi. Non, voilà, on avait clairement voilà, envie de continuer. Donc il m'a amené dans un autre bar qui est vraiment au centre de Chandler. Et donc, on a continué la soirée. Et puis, je sais plus vers quelle heure il m'a ramené ma voiture et tout. Et puis, Et toi, à ce moment-là, du coup, tu es dans quel mood? moi, je suis pas sûre. Il est Ouais. très gentil. Je suis pas sûre, mais en même temps, il me plaît bien quand même. D'accord. Mais Tu je as passé suis une pas bonne sûre. soirée, mais tu J'ai passé n'es pas une prête à super signer pour la soirée. vie encore, quoi. Pas de suite, mais assez rapidement quand même, je me rends compte qu'on est extrêmement compatibles, qu'on a un peu la même façon de penser sur plein de choses. Et je me rends compte que moi, en étant un petit peu bizarre et perchée dans mon... Tu vois, je suis un peu une rêveuse, on va dire. D'accord. Je me sens en sécurité avec lui, tu vois. Je D'accord. peux être Genre moi-même. au sens où tu lâches prise et tu C'est ça. tu Je le peux laisses être découvrir moi-même vraiment qui tu es, quoi. et je sens que je suis pas jugée, en fait. Ouais, Je ça, c'est peux hyper être précieux. moi-même. Et là, je me dis, il y a quelque chose. D'accord. Donc, on se fréquente pendant 6 mois. À l'américaine, avec des dates, vous avez la conversation genre, OK, Ouais, we're gonna keep our options open ou on arrête vite d'aller dans des endroits et à faire des dates parce que moi, ça me saoule, en fait. J'aime pas le monde, j'aime pas être dans le brouhaha. C'est toujours très bruyant dans les restos aux États-Unis, et comme j'ai du mal avec mon anglais, c'est extrêmement compliqué, pour moi, d'avoir une conversation quand il y a trop de monde. Donc, rapidement, il vient à la maison, je vais chez lui et tout ça. Il travaille beaucoup à l'époque. Il faut savoir qu'il a un fils, qu'il a le week-end. Donc, il y a pas mal d'allers-retours, etc. tu rencontres, toi, son fils, tout de suite ou? Assez rapidement, oui, oui, assez rapidement. Par contre, il n'a pas voulu que je rencontre la mère. D'accord. Il m'a dit non. C'est pas nécessaire. Voilà. J'ai compris pourquoi après. Hein, D'accord. voilà. Mais non, ça se passe très, très bien. Mais c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai très envie d'être avec lui tout le temps. Et lui, il travaille. On habite à côté, mais je respecte son me time, tu vois, la Ouais, ouais, semaine. bien Je vais sûr. pas le saouler tous les jours et tout ça. Donc, c'est un peu. Et toi, pendant ce temps-là, tu fais quoi de tes journées, du coup? Parce Alors, que c'est ça, parce qu'en fait, je me fais chier comme un rat mort et je ne sais pas quoi faire. mais tu vis sur quel fond? Enfin, ça paraît con, Alors, comme question, mais est-ce que ma tu es mère a partie, tu étais au continué. chômage? C'est ça. Ma mère a continué de payer l'appart une fois qu'elle a été partie, parce que du coup, elle a été là, je sais pas, 2 mois, 3 mois, même pas. Et je me suis retrouvée seule assez rapidement. Donc, elle a continué à payer le loyer pour moi. Moi, j'ai eu un peu de chômage pendant un certain temps. Et puis après, comme je pouvais pas aller au rendez-vous, etc., j'ai T'étais été radiée? coupée des... Voilà. D'accord. Et après, j'avais 3 sous de côté. Et puis, dans la foulée, mon père m'a fait un don une fois que la maison a été vendue. Après le divorce, la maison a été vendue, mais ça a pris un certain temps. Et une fois qu'elle a été Mmh. vendue, il m'a fait un don, Donc une ça t'a permis quand donation. même de Voilà. vivre, J'avais un peu de fonds tranquillement. pour vivre. Puis j'avais 3 sous de côté. J'avais vendu mes meubles. J'avais 3 sous de côté. Comme ma mère payait le loyer, il n'y avait pas grand-chose. J'avais Ouais, pas tu pas grand-chose. d'énormes dépenses, quoi. Non. Et puis, je me nourris, je me fais à manger. Donc, si tu veux, voilà, ça me coûte pas très cher. C'est pas comme si j'allais manger au resto matin, midi et soir, quoi. Donc, non, non, ça va. À ce niveau-là, ça va. Mais je suis quand même dans cette interrogation de on va faire quoi? On en est où? Parce que ma mère, avec Fred, je vois bien que ça décolle. D'ailleurs, elle m'annonce assez rapidement qu'ils vont se marier. Donc, en Ah fait, ouais, d'accord. ils se sont OK. rencontrés donc au mois de juin, je crois, 2013. Ils se sont mariés au mois d'octobre 2013. Oh vache! OK, d'accord. Fred a vite compris. Action-réaction. Fred a vite compris, quand elle se tapait les allers-retours, que la seule façon de la garder, c'était de la marier. Donc, il n'a Ah, pas les traîné. allers-retours d'un point de vue immigration, tu veux dire? Et OK, ouais. Il d'accord. a bien vu qu'on repartait tous les 3 mois et qu'il a dit il faut que ça s'arrête, ça.
Donc, il a demandé à ma mère de l'épouser, qui a bien entendu accepté. Ils se sont mariés à Vegas. Ah, trop bien, ok. Et du coup, ça veut dire quoi d'un point de vue immigration pour toi? Parce que pour elle, c'est pas automatique déjà. Il faut quand même qu'elle fasse les papiers d'ajustement de statut, etc. C'est ça. Donc, touriste qui se marie en plus. Il n'y avait pas eu de visa de fiancé, tout ça. Hein. Ouais, ça peut être un peu red flag, ça. Apparemment, quand t'es vieux et riche, il n'y a pas de problème. Apparemment, il n'y a pas de souci. Ok, note pour Écoute, plus tard. Ils se sont mariés en octobre. Ma mère a eu sa nationalité, et pas sa carte verte. Ah non, je dis des bêtises. Elle a eu sa carte verte au mois de janvier, je crois. Ça a mis Vache, 2 ou c'est 3 vachement mois. rapide. Je te dis, je n'ai pas compris pourquoi ça a été aussi rapide. Et elle a eu sa nationalité une fois qu'elle a pu, c'est-à-dire au bout des 5 ans de carte verte en tout, un truc comme ça. Mais ça a été extrêmement vite. Et moi, je me suis dit, bon, alors, maintenant que tu es mariée et que tu as la carte verte, Parlons affaires. on s'occupe de moi. Donc, on est allé voir un avocat et l'avocat nous dit, nous sort tout un papier avec des listes d'attente, pas des listes d'attente, mais des délais d'attente. Et il nous dit, voilà, votre situation, c'est que vous avez plus de 21 ans, votre mère vient tout juste d'avoir la carte verte, vous avez plus de 21 ans, ça va prendre entre 7 et 8 ans pour avoir la carte verte. Oh la vache, C'est à d'accord. peu près la tête que j'ai fait. J'étais là, et du coup, il y a quoi comme option? Alors, Ouais. du coup, on a quand même rempli cette application Ouais. en se disant, On sait advienne que jamais. pourra, on Ouais. verra ce qui se passe. Au Donc, moins, c'est lancé. Exactement. On lance ça et en parallèle, on va voir un autre avocat qui nous dit, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous vous mariez, soit Tu reprends tes études ou... exactement, tu retournes à l'école, tu fais des études, soit tu ouvres un business. Ah ah ah. Et en fait, à cette époque-là, c'est là qu'on a raté le coche avec Andrew. Andrew m'a quitté au bout de 6 mois de relation, donc juste quelques jours avant Noël 2013, du coup, il me Putain, quitte. classe, Andrew. Si tu savais comment je l'ai pas bien vécu. Bah, j'imagine. Moi, j'étais amoureuse, j'étais vraiment à fond. Il me quitte, c'est complètement brutal, Du jour au absolument. Ouais. Bon, il a traversé des trucs, il a perdu un ami, il a eu des problèmes. Et je pense aussi qu'intérieurement, il n'a pas voulu me le dire à l'époque, mais je pense qu'il y avait un peu le stress de mon statut de touriste, en fait. Immigré illégal. Voilà. Il a dû se dire, celle-là, à tout moment, elle va essayer de me marier. Et je suis pas prêt, donc je fuis. Ouais. Bon, au final, il est revenu 9 mois plus tard, donc en septembre 2014. Et j'avais déjà entamé pas mal de choses pour le business. D'accord. Donc, toi, tu pars du coup sur l'option business. Quand l'avocat te dit les options... En fait, moi, je pars sur rien du tout. En fait, moi, on me dit, tiens, Émilie, tu devrais aller là, tu devrais faire ça. Mais Émilie, si on faisait ça... Pas et moi, contrariante. ok, on y va. En fait, il n'y a rien qui vient de moi. Je me rends compte qu'il y a tout qui se met devant moi en place, mais moi, j'ai rien demandé à personne. Vraiment, je subis un petit peu le truc. Subis, c'est négatif, mais péjoratif, mais c'est pas péjoratif quand je le dis. C'est vraiment, je vis ce qui se déroule devant moi, quoi. Vraiment. Et là, Fred me dit, bon, écoute, Émilie, Fred, mon beau-père, me dit, écoute, Émilie, il nous a pris un package avec ma mère. Quand il a eu réglé avec ma mère ses papiers, il a voulu faire la même chose pour moi. Il me dit, écoute, Émilie, je te propose, on monte un petit business. Toi, en partenaire majoritaire pour que tu puisses avoir ton visa. On prend Carlo avec nous parce qu'il a de l'expérience et il a toujours eu envie d'avoir son propre business. Et puis, il me dit, moi, je me mettrai un petit peu là-dedans aussi parce que je vais investir et puis je vais vous guider, je vais vous aider, on va faire ça ensemble, etc. Ok, allons-y. Et nous voilà en train de commencer à parler business avec Carlo. Et tu as une idée claire de ce que tu veux faire ou... Mais moi, j'ai pas d'idée en fait. Carlo arrive, Carlo nous dit, écoute, j'ai toujours voulu faire ça. Je veux avoir un petit deli à la New York, Boston et compagnie en Arizona, un truc à l'italienne avec des produits italiens. J'étais là. T'y connais rien, si? On peut mettre un peu de français au milieu, c'est possible parce qu'accessoirement, c'est pour avoir un visa, les gars. Donc, laissez-moi faire un peu de trucs. Bon. Je dis ça en rigolant, mais en vrai, oui, je m'y connaissais. J'ai travaillé dans un resto, j'étais serveuse dans un resto de pâtes avec un Italien en France. C'était un de mes premiers jobs. J'aime la bouffe, donc peu importe ce que tu veux faire, tant que c'est fait avec amour et qu'on le fait nous et qu'on n'ouvre pas des conserves, si tu veux, moi, ça me fait kiffer. On va cuisiner tous les jours, toute la journée, mais allons-y, quoi. Donc, on se trouve un petit local, on monte un petit truc. Ça s'appelait Carlo and Emily's Gourmet Deli. Trop bien, ok. Et nous voici partis, ouverture décembre 2014. Donc moi, je suis avec Andrew. Ma mère est donc mariée. Et là, en fait, je me prends dans un
Je suis prise dans le truc. Je suis tellement prise dans le truc qu'en gros, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur de ma propre bulle. D'accord. Je travaille tous les jours. Ouais. On était fermé le dimanche et puis après, on a ouvert le dimanche. Et puis si, et puis mi. Bon, tu vois le truc, on a un peu testé tout au niveau des horaires. Je travaillais beaucoup. On a eu pas mal de succès, je dois dire merci Carlo, parce qu'en fait, bon, au-delà de nous avoir apporté son expertise, son expérience dans le domaine, de m'avoir beaucoup, beaucoup appris sur la food industry aux États-Unis, il nous a aussi amené beaucoup de clients. Il était manager du golf. Il avait un gros réseau, quoi. Tu te rends bien compte de la clientèle qui Il y avait Fred déjà. gravitait autour de lui. Voilà. Fred nous a amené aussi tout le quartier et tout ça. Et en fait, si tu veux, ça a pris de suite. Ça a pris de suite parce que tout le monde connaissait Carlo, quoi. Voilà. Et on a fait quasiment 5 ans. On a vendu à 4 ans et demi de business en avril 2019. Moi, je me suis tuée à la tâche. J'étais tellement passionnée et puis c'était tellement important pour moi d'avoir, parce qu'il a fallu faire les démarches avec l'avocat pour remplir un dossier épais comme ça. Là, c'est un truc épais comme la main, quoi, qu'elle vous montre. Parce qu'on est à l'audio. Ah oui, montre c'est vrai, les gens, c'est ils le voient c'est pas. un dictionnaire, le truc. C'est à peu près une demi-collection ouais. d'encyclopédies. Voilà, c'est ça. Vraiment un truc de fou. Il a fallu que je fasse un aller-retour en France pour aller à l'ambassade américaine à Paris. Et du coup, tu cherches quoi? Un E2, c'est le visa investisseur? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est le E2. Donc, je suis 50% de la société, ma mère 25% et Fred... Non, je suis 50% de la société, Fred 25%. Non, 50%, 25-25. C'est ça, Carlo 25 et Fred 25. OK. Ma mère est là dans le décor, mais elle est avec nous, quoi. Fred s'occupe de tout ce qui est administratif, etc. Tout ce qui est CPA et compagnie, c'est lui qui gère beaucoup de choses. D'accord, donc l'administratif, c'est bien. Ouais, parce que moi, vraiment, je déteste. D'accord. Que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, vraiment, les papiers, c'est pas mon kiff. Moi, tu me mets dans la cuisine, je peux passer 3 jours d'affilée sans me rendre compte. Ne me mets pas dans un bureau avec des papiers. D'accord, c'est noté. Voilà. Et donc, je passe 4 ans et demi à apprendre beaucoup, à apprendre sur moi, à apprendre sur le business, à apprendre que dans la vie, il ne faut pas faire confiance à des gens qu'on connaît à peine, en fait. Alors, raconte-moi, c'est quoi que tu as appris? Tu as appris quoi sur toi? Tu as appris quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Le business? J'ai appris que cuisiner, c'était ma passion. C'était vraiment ce qui me plaît. Je peux faire ça tous les jours de ma vie. C'est pas une contrainte. C'est pas... Si j'ai rien à bouffer chez moi, c'est que vraiment, je suis malade et que j'ai pas pu sortir. Ça fait 3 semaines, tu vois. Parce que je suis toujours en train de faire quelque chose. J'ai toujours... si j'ai un creux, je vais trouver un gâteau à essayer. Voilà, c'est ma passion. Je cuisine, je pâtisse, je fais du pain pour la première fois de ma vie. Tu testes, tu expérimentes plein de choses. Exactement, je me régale. J'apprends plein de trucs, j'expérimente. On se régale. Au bout de 3-4 ans, Carlo commence à vieillir, un petit peu à fatiguer. On ne s'entend plus très, très bien. Je me tape toutes les fermetures. Je travaille le dimanche. Je suis au bord du burn-out. J'ai envie de tout envoyer casser. J'ai envie de tuer tout le monde. Je fais des crises de panique. Je ne peux pas sortir du lit, tu vois. Ouais. Et ça se manifeste pas tout de suite, en fait, parce que j'imagine qu'au début, c'est un peu comme une relation. 3-4 ans, c'est ça. Voilà. Donc, c'est passion, et puis après, ça retombe un peu, mais tu es quand même prise dans une roue qui n'arrête pas de tourner. Exactement. Et là, comment est-ce que tu arrives en fait, à prendre conscience du coup que ça va trop vite, trop loin? Je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais à un moment donné, j'ai fait quelques crises d'angoisse, que d'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas que c'était des crises d'angoisse. Mon mari a appelé sa mère, qui était nurse practitioner. Je dis était parce qu'elle est à la retraite. Il a appelé parce qu'il décrivait mes symptômes. Il ne savait pas ce que j'avais, il ne savait pas. Et moi, j'étais en panique. Je veux juste pas y aller. Et je pleurais. Et en même temps, je tremblais. Et je savais juste pas ce que c'était. Tu somatisais à mort ce que tu vivais, en fait. Et il m'a emmenée à l'emergency room. Et alors là, l'expérience. On te demande de payer avant de voir un médecin ou si tu... T'étais jamais allée aux urgences? Non, c'était ma première fois. Je me rappellerai toujours. On te demande d'abord ta carte, toutes tes informations. Excusez-moi, est-ce que je peux voir un docteur accessoirement? Parce que là, ça va pas.
Bref, donc le type, il m'a filé un calmant. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a filé. Mais tout ça pour dire que j'ai senti physiquement, c'était éprouvant. Je n'en pouvais plus. Ouais. Carlo a arrêté de travailler à un moment donné parce qu'il est tombé malade. Alors là, on va fait pas les guillemets avec les petits doigts. Moi, en fait, je fais les sous-titres des signes d'Émilie. C'est ça. Il est tombé malade. Il a eu des petits problèmes de santé. Il en a fait tout un pataquès. Bon, un Italien, un homme malade, quoi. En même temps, il n'était pas tout jeune à ce moment-là. Il n'est pas tout jeune, mais c'est aussi un petit peu un comédien. On va pas se mentir. Il avait juste plus envie de travailler et plus envie de voir ma gueule, je pense. Donc, ça a clashé entre vous? Ouais, ça a clashé plusieurs fois avec Carlo. Je l'ai bloqué plein de fois parce qu'il me saoulait. Il m'envoyait des textos. C'est bon, allez, c'est bon. J'ai pas cette énergie-là. Bref, donc ça a clashé. J'en ai eu marre. Hein. Je trimais trop sur la fin. J'ai eu du mal à trouver des gens pour venir m'aider parce que je trimais, je faisais tout. Je travaillais des fois de 5h le matin à 8h le soir sans m'arrêter, sans même manger des fois. Ce qui est le comble quand on voit ce que tu vends. Exactement. Et donc, un jour, je vais voir Fred. Je dis, écoute Fred, là vraiment, je peux plus. Je suis à un stade, je ne peux plus. Donc, on fait comme tu veux, on ferme, on vend, ce que tu veux. Moi, je reste jusqu'à ce que je puisse, mais là, je ne peux plus. Donc, on se décide de vendre. On a dû avoir le nez fin. On a vendu 1 an avant le Covid. Et pourquoi tu dis, du coup, ne pas se lancer dans le business avec des gens qu'on connaît à peine? Parce que Carlo, je ne le connaissais pas. Je le connaissais 5 minutes. Un an quand même, quand tu t'es lancé. Ouais, mais enfin, tu ne connais pas les gens en 1 an. Tu ne sais pas leurs vraies intentions. Je ne connaissais pas le passé de Carlo. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais avec lui. Et lui ne savait pas dans quoi il s'embarquait avec moi, en fait. On se connaissait tout juste. On ne peut pas dire qu'on se connaissait. Voilà. Et voilà, écoute, c'est une leçon de vie, j'ai envie de dire. Bien sûr. C'est en faisant des trucs comme ça qu'on apprend. C'était, je sais pas si tu crois au destin ou aux choses comme ça, mais absolument. Il t'a permis de rester. Et c'est comme tu dis, tu t'as appris énormément de choses sur toi. J'ai tellement appris qu'en fait, même si ça s'est terminé un petit peu avec amertume, je ne garde que le bon de toutes les expériences parce que effectivement, je crois au destin et je suis convaincue que tout ce qu'on expérimente au fur et à mesure de notre vie, ton chemin, quoi. C'est pour nous amener. Tu vois, vers vraiment ton chemin de vie, mettre sur ton chemin de vie. J'en suis convaincue. Donc, je garde vraiment de bons souvenirs de cette expérience-là, même si, par exemple, tu vois, alors, les réseaux sociaux, je le faisais parce que je devais le faire pour le business, mais je ne connaissais pas Snapchat. Je crois que j'ai entendu parler de Snapchat bien longtemps après tout le monde, parce que j'avais des gamins qui travaillaient, des gamins de 16 ans, qui travaillait avec moi en fin de journée après l'école. Exactement, je t'ai dit, attends, à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Et par exemple, tu vois, YouTube, la mode des youtubeurs, des influenceurs, ça, je suis passée à côté. Je ne savais pas ce que c'était qu'une youtubeuse beauté jusqu'à 2020. D'accord. Voilà. Je suis passée à côté de plein de choses dans la vie parce que j'étais tellement dans ma bulle de mon expérience que j'étais en train de vivre que vraiment, je suis passée à côté. En fait, tu vis tout à 3000%, quoi. En fait, quand tu vis quelque chose, tu sais pas donner dans la demi-mesure, ce qui est du coup dangereux pour ta santé aussi. Absolument. Mais du coup, tu absorbes énormément en fait de tout ce qui est autour de toi à partir du moment où ça arrive à rentrer dans ta bulle, quoi. C'est ça. Je résume. Ok. C'est un peu ça. Moi, je suis très authentique. Je te donne tout. Ça se sent. Je te donne tout ce que j'ai. Et je te remercie. C'était qui je te donne. Ouais, j'ai failli la faire, mais j'ai pas osé. C'est on Goldman, repris par WhatsApp. On a à peu près la même génération. Bah, bien sûr. Ça doit être ça. J'avais plus les Worlds Apart quand même. Bah ouais, mais en fait, j'ai failli dire WhatsApp d'abord. Après, je me suis dit, non, on va me tomber dessus en disant, mais enfin, c'est Goldman à la base. Non, c'est même pas Goldman. Je sais plus, bref. Bref, oui. Mais voilà, je suis très authentique, je donne tout. Donc voilà. Donc du coup, tu revends ton business en Arizona. Aujourd'hui, tu nous parles du Tennessee. Comment est-ce que tu es arrivé à l'autre bout du pays? C'est ça. Alors, sachant qu'Andrew est toujours dans l'histoire. Exactement. Donc, on s'est mariés en 2017 avec Andrew. C'est moi qui le demandais en mariage. Ah bah raconte. Écoute. Donc en plein burn-out en plus. C'est ça. En fait, j'étais en train de calculer
que pour faire renouveler mon visa de 5 ans, il allait falloir que je me réengage 5 ans de plus dans le business. Et je sentais que j'étais sur la fin. Je sentais que j'allais pas refaire 5 ans de plus déjà en 2017. Et je savais pas quand est-ce que j'allais avoir cette application de par ma mère. Ah, que tu avais lancé en 2014. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, un jour, je dis à Andrew, je dis, écoute, tu voudrais pas qu'on se marie quand même? Parce que franchement, ça serait vachement plus simple. Je serais pas obligée de me mettre dans des états pas possibles à l'idée de devoir renouveler mon visa. C'est hyper stressant, l'immigration. Surtout quand tu construis toute ta vie sur place. Les détracteurs un peu de l'immigration Absolument. se rendent pas compte en fait de tout l'investissement émotionnel aussi Oh qui va là avec tout ça. là, et puis oh là là, c'est ultra stressant. Hein. De pas savoir, bien sûr. Et alors il a dit quoi, Andrew? On imagine qu'il a dit oui. Il m'a dit oui, bien sûr, de suite. Il y avait jamais pensé. C'est pas qu'il y avait jamais pensé, c'est qu'en fait, c'était pas ni pour lui ni pour moi, ce n'était pas un goal de vie. D'accord. Si tu veux, moi, me marier, je l'ai fait parce que ça m'a rendu la vie plus facile. C'est plus une nécessité qu'un rêve absolu, quoi. On se serait peut-être pas mariés s'il n'y avait pas eu cette histoire d'immigration, parce qu'en fait, j'avais pas la sensation d'avoir envie de me marier dans la robe blanche et tout ça. D'ailleurs, on s'est pas marié en robe. Je ne me suis pas mariée en robe blanche, d'ailleurs. D'accord. Et d'ailleurs, il y avait personne au mariage. C'était au City Hall. Il y avait nos 2 témoins, ça a été terminé. Un shotgun wedding, comme ils disent ici. J'ai dit, c'est ou tout le monde ou personne. Je vais pas faire venir mon père, mes grands-parents de France pour une demi-heure au courthouse. Ah oui, parce que tu savais que tu voulais pas. Je voulais pas de cérémonie, je voulais pas tout ça. J'ai compris pourquoi après, en faisant un peu de travail personnel. Ok, personal. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. On vivait ensemble depuis 1 an. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit, mais bien sûr, Émilie, bien sûr que je vais t'épouser. Il venait de faire une vasectomie 1 an avant pour que je puisse arrêter de prendre la pilule parce que j'en avais marre de me droguer avec ça. Et il avait accepté. Donc, il m'a dit, mais moi, le jour où j'ai fait ma vasectomie, pour moi, c'était vraiment... c'était un peu comme le mariage, les liens du mariage. Tu vois. Donc, j'ai dit, écoute, on va faire ça sur une... Comme je peux pas... Comme il n'y aura pas de famille, je vais faire ça sur une date qui... On va faire ça sur une date, si ça te dérange pas, qui est meaningful. Comment on dit? Qui a du sens, qui a une signification particulière. J'ai honte de faire mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai, on perd le vocabulaire. C'est vraiment vrai, ça. T'inquiète pas. Les gens qui t'écoutent passent par là aussi. Voilà, exactement. Je sais que je suis comprise ici. Voilà. Et donc, j'ai dit, écoute, si ça te va bien, j'aime bien le 10 août. Le 10 août, c'est une date assez importante dans ma famille côté paternel. Le 10 août, c'est la Saint-Laurent. Mon père s'appelle Jean-Laurent. Ma grand-mère paternelle s'appelle Laurence. Et mon arrière-grand-père, donc le père de ma grand-mère paternelle, s'appelait Laurent. Et le 10 août, c'est vraiment une fête qu'on a toujours fêtée dans ma famille. Ah ouais, d'accord. Génial. Et donc, j'ai dit, si ça te dérange pas, il me dit, non, pas de souci. Donc, c'est tombé un jeudi, mais c'était très bien. On s'est donc mariés un jeudi. Donc, ça, c'était en 2017, le 10 août 2017. Et donc, du coup, une fois que vous avez fait le mariage, tu peux lancer ta procédure de carte verte obtenue grâce au mariage. C'est ça. Le problème, c'est que Trump venait d'être élu et de dire qu'il allait chasser tous les illégaux. Donc, tout le monde s'est marié en même temps, j'imagine. Et donc, ça n'a pas pris les 2 mois que ça a pris pour ma mère. Moi, ça a pris plus d'1 an. Ouais, d'accord, ok. On s'est que dis-je, presque 2. On s'est mariés le 10 août 2017. J'ai eu ma carte verte au mois de mai 2019. Ah, donc c'est pour ça finalement que tu as attendu si longtemps pour revendre le business, quoi, c'est ça? C'est ça. Non, parce que mon business, en fait, comme j'avais eu mon visa 2014, il était bon jusqu'en 2019. D'accord. J'étais bon jusqu'à fin 2019. Donc, tu avais tout qui tombait vraiment bien en fait en 2019. Tout s'est aligné. Tout s'est aligné. Ok. On vend le délit, je me libère, je me dis, allez, Émilie, prends-toi un petit peu de vacances. Ouais. Je vais donc passer 1 semaine à New York avec ma copine Fiona de France on se rejoint. Voilà, on se rejoint à New York. Tu connaissais New York? Pas du tout. C'était notre première fois toutes les deux. Je m'étais occupée de nous prendre un petit Airbnb. On s'était fait vraiment une semaine touristique. La Statue de la Liberté, le Empire State Building, tout ça. On avait tout programmé, etc. Et quand je suis à New York, je reçois un email d'un type qui me dit, c'était un ancien client à moi du Daily. Et il me dit, écoute, j'ai un couple d'amis, ils viennent d'ouvrir un business à Chandler, ils cherchent quelqu'un pour leur cuisine. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, nanani, nana, je te mets en contact.
Je suis en contact avec ces gens, ils veulent me rencontrer, donc je rentre de New York. Bon, finalement, j'aurais fait 15 jours sans travailler, hein, je vais rencontrer ces Des gens. vacances rapides, ouais. Je ne sais pas rester sans rien faire très longtemps, c'est très compliqué. Je vais les rencontrer, ils me proposent kitchen manager. Alors le concept, c'est, on va pas faire long hein, sur cette expérience parce que c'était pas une bonne expérience. Mais le concept, c'était un café. Donc tu rentrais, c'était un petit salon avec des fauteuils, des canapés, des tables, etc. Le café où ils servaient donc des sweets, des pâtisseries, des trucs ouais, sucrés, viennoiseries, des trucs comme ça. voilà, des gâteaux, des trucs Ouais. d'américains, quoi. Il y avait une salle de C'est conférence Cotton and que Copper? non, ça C'est pas celui-là? c'était, D'accord. Civic Market. OK, d'accord. Ah, je l'ai pas dans mes Ça notes a celui-là. duré 6 mois. J'ai dû tout éliminer toutes les traces sur mes sur mes réseaux parce que vraiment, très mauvaise expérience. D'accord. J'ai eu un accident dans la cuisine, ça faisait 3 mois que j'y étais. J'ai eu un accident, je faisais, de la sauce pour faire pour aller avec des pâtes, sauce vodka, donc je fais flamber la vodka et la vodka, ce jour-là, elle a décidé de me sauter à la gueule Oh la vache, et d'accord. ouais, j'ai été, plus traumatisée émotionnellement Blessée? que D'accord. blessée. J'ai quand même eu toute la face brûlée. Comme j'ai dû, tu sais, fermer les yeux très fort, ça m'a brûlé juste le bout des cils, ça m'a brûlé un petit peu les sourcils, ça m'a brûlé un petit peu les cheveux de bébé, tout ça là devant, tu sais. Et j'ai encore, en fonction du bronzage, j'ai encore quelques marques. Ça m'a fait un peeling, écoute, incroyable. Donc, Toujours voir le bon côté accident, des choses. écoute, écoute, t'es obligé d'en rire parce Ouais, que ouais. sinon, quoi. Ouais, je comprends. Donc, bon, cet accident arrive. Heureusement, j'avais derrière moi de la sauce tomate en train de refroidir. Tu sais, j'avais mis le gros pot de sauce tomate à refroidir dans de l'eau avec des glaçons. Donc, je sors la tomate. Je sais pas comment j'ai pensé à faire ça. Je sors le seau de sauce tomate de l'eau. Je me mets la gueule dans l'eau glacée, tu sais, pour essayer de machin. Entre-temps, ils avaient appelé une ambulance. Je me retrouve sur un brancard, shootée à mort dans une ambulance. Ils prennent mon portable pour appeler mon mari, pour appeler ma mère, etc. Quand j'arrive à l'hôpital, Andrew est déjà sur place. Parce qu'en fait, il travaillait plus près de l'hôpital. Ils m'ont envoyé quand même, ils m'ont envoyé à l'unité des Grands Brûlés à Phoenix. Donc, lui, il travaillait pardon à Scottsdale, donc il était plus proche que moi au final. Et bref, ça a été l'expérience. Ça, c'était pour me dire, Émilie, c'est pas là, c'est pas ici. J'y suis restée un peu plus. On avait prévu de partir en France pour la deuxième fois avec Andrew à l'automne 2019. Donc, on est parti en vacances et quand je suis revenue, j'ai quitté mon job parce que, entre-temps, quand j'étais en France, à chaque fois que j'allais en France, il se passait un truc. Et encore cette année, hein, je veux dire, ça s'est confirmé. Je rentre de France avec l'idée de devenir la pastry chef de Tamara Stenger, qui est donc la chef à Coton et Cooper. Elle venait de poster un truc qu'elle cherchait pastry chef pour lui faire le pain, tous les pains du menu et des desserts et voilà. Moi, ça faisait depuis l'été 2019 que je commençais à faire du pain au levain et que je développais ça parce que vraiment passion de faire du pain, mais je sais pas d'où ça m'est venu cette passion. Mais où étais-tu cette passion toute ma vie, tout le reste de ma vie, quoi. Et c'était mon truc, faire du pain au levain. J'en faisais à la maison tout le temps. J'en faisais tout le temps au travail pour des amis. Quand je n'étais pas au travail, j'en faisais à la maison. Je distribuais. C'était vraiment mon truc. Et donc, quand je vais postuler, je lui amène une miche encore un petit peu tiède, tu vois. Et je dis, écoute, on se connaît pas, mais j'ai très envie de travailler pour toi. Et en fait, je la connaissais de par justement un couple d'amis qui étaient des foodies, qui connaissaient toujours les chefs des restos, les petits trucs, les machins. Il m'avait parlé d'elle. On avait déjà été manger au resto d'ailleurs. Elle me dit non, mais je sais très bien qui tu es. Elle me dit la seule chose, c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir te payer ce que tu vaux. Je dis, ah, mais t'as cru que j'étais qui? Paye-moi ce que tu veux, je viens travailler. De toute façon, là où je suis malheureuse. Donc, et elle me dit, écoute, je ne peux que te proposer que du mi-temps et puis pas cher, quoi. Je dis, ah, vas-y, je prends. Ouais, la qualité de vie avant tout. Exactement. Et puis la passion. La passion, j'avais carte blanche. Elle a rajouté au menu des appetizers un bread platter, donc un plateau de pain. Et donc, en fait, je faisais ce que je voulais. J'étais créative au possible. J'ai inventé tout un tas de trucs. J'ai revisité des trucs. J'ai appris à faire des trucs comme j'ai appris moi-même à me faire des croissants, etc.
Et je me régalais. Le problème, c'est que c'était 3 jours par semaine. Et que, comme je le disais un peu plus tôt, je me suis vite fait chier. Au début, c'est c'est sympa, je travaille à mi-temps et tout. Ouais. Au bout de mois, j'étais là, Qu'est-ce que je vais faire des autres jours? aidez-moi. À travers mon pote qui m'a un petit peu, je vais pas, un petit peu, c'est quoi le mot que je Je sais cherche? pas. Il m'a fait une introduction pain au levain un dimanche après-midi. Ah, C'est d'accord. un boulanger français que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Je le rencontre via une amie en commun sur un marché qui, elle, fait des crêpes, qui me dit: «Écoute, il y a ce Français, il fait du pain, des croissants, tu devrais aller le voir, le rencontrer». Je suis allée lui parler, forcément en français, sur le marché, un samedi matin, c'était trop bien. On a sympathisé, on a commencé à parler pain. Il me dit: «Écoute, si tu veux, je te montre un petit peu pain au levain, tu viens à la maison un dimanche après-midi» et c'est ce que j'ai fait. Il m'a appris ça, je crois que c'était, été 2019 et donc via lui, donc il me demande comment ça se passe et cetera et il me dit: «Écoute, je crois que je connais quelqu'un qui cherche en pâtisserie. C'est une petite Belge, elle vient d'arriver, elle est toute fraîche, toute fringante». Jenna. Exactement. Elle est pleine d'ambition. Elle a commencé par faire les marchés, mais elle avait pas de cuisine. Elle louait, tu sais, les cuisines, les consignments, je crois que ça s'appelle. Oui, un peu comme les espaces de coworking, mais en cuisine. Exactement, des cuisines collectives que tu loues comme ça. Et elle faisait les marchés. Et là, elle venait d'ouvrir son premier magasin, en fait, sa première boutique. D'accord. Et il me dit, je pense qu'elle est en train de chercher du monde. Effectivement, je la contacte via son site internet. J'ai un entretien d'embauche rapidement. Je vais à l'entretien. L'entretien dure 1 heure et demie parce que trop Ah bien, ouais. j'ai quelqu'un avec qui parler en français et Ouais. tout, c'est trop bien. Et d'ailleurs, elle m'a confié un peu plus tard que vraiment, j'étais la seule qui avait fait un entretien aussi long. Apparemment, je parle, il semblerait. Non, ah bah non, non, Ah non. bon? Et bref, donc je lui dis, moi, passion pain, c'est ma nouvelle passion et j'ai envie d'apprendre autre chose. Je touche un peu en pâtisserie, mais je peux pas prétendre être chef, rien du tout. Mais vraiment, je peux tout apprendre, je peux tout exécuter, il y a pas de souci. Et donc elle me dit: «Très bien, Tu je te commences demain. prends». Exactement. Lundi, tu peux venir à 5 heures, tu viens et on attaque, quoi. Et donc, je faisais jeudi, vendredi, samedi au resto et je faisais lundi, mardi, mercredi avec elle. Ah, donc ça te fait quand même des semaines soutenues, hein? Ça me fait une belle semaine de 6 jours, mais je kiffe ma life et Tu apprends donc plein de choses, tu es j'apprends plein créative, de on te fait choses. confiance. J'apprends à faire les croissants, j'apprends à monter des gâteaux vraiment comme les grands pâtissiers, dans les grands emporte-pièces, les couches, les machins. J'apprends à faire un Ouais, opéra, enfin génial. vraiment, je me En fait, régale. toutes les bases, de la cuisine, de la pâtisserie que tu as appris par toi-même, du coup, ça te permet de les renforcer de manière professionnelle dans un Exactement, contexte, pro, quoi. exactement. En plus, je fais le lundi, toute seule. Le lundi, la boutique est fermée. Je suis toute seule toute la journée. Je fais toutes les pâtes à croissant. Je prépare tous les trucs de beurre, les plaques de beurre pour les pâtes à croissant. Enfin, vraiment, je vis ma meilleure vie. Et donc, je fais ça pendant à peu près 1 mois, 2 mois avec les 2 boulots. Et puis, Covid arrive. Et là, quand Covid arrive, il y a tout un tas de trucs qui se passent au niveau professionnel, au niveau personnel. Mais de toute manière, toi, chez toi, il y a rien qui se passe jamais en douceur. C'est tout d'un coup, Ah, c'est oui. généralement. Moi, Est-ce que je j'en vois. comprends? Je suis pas là pour empiler des perles. Là, je dis ça très souvent, mais c'est vrai, je suis pas là pour empiler des perles. Il se Ouais. passe toujours un truc, mais des trucs de ouf. Donc, Covid arrive. De suite, je perds mon poste au resto parce qu'ils sont contraints à fermer. Et puis, ils me disent, on peut reprendre dès qu'on peut, tu vois. Donc, j'étais un peu sur le qui-vive de savoir quand est-ce que je vais pouvoir reprendre avec eux. Entre-temps, Jenna, qui, elle, est considérée comme essential, elle, par contre, elle me prend un jour de plus. Je suis à temps complet avec elle, du coup. Super. Trop bien. J'étais trop contente de ne pas perdre mon boulot parce qu'Andrew, lui, tu vois, il était pareil en stand-by. Lui, il travaille D'accord. dans l'événementiel, les hôtels ouais. fermés, tout fermé. Bon, t'as compris. Bien sûr. Et donc, je suis trop contente. Je travaille, je m'éclate, je continue d'apprendre. Jenna me fait confiance. Elle me file des responsabilités. Elle me paye en heures sup des fois pour que je l'aide le samedi à la boutique parce qu'ils sont en sous-effectif. Je me régale. Je crois que ce qui se passe ensuite, c'est que un jour, donc avec Andrew,
tous les matins qu'on pouvait, que je ne travaillais pas, on allait marcher très tôt le matin. Et un matin d'avril, je crois que c'était encore au mois d'avril 2020, on part faire notre petite marche matinale et il m'envoie un lien. Et puis j'ouvre le lien et en fait, c'est un lien qui m'amène sur le Zillow. Et là, c'est une petite maison tout en bois avec un porche tout autour. Ah, comme dans les films. Ah, exactement. Tu sais, ça m'a fait penser à la maison de Bodyguard quand ils sont à la maison du lac. Je sais pas si t'as la oui. rêve. Oui, bah Bodyguard, si. Ah, d'accord, ok. Canon. Canon. Et je crois que c'était d'ailleurs ici dans le Tennessee, mais je me rappelle plus exactement où. Zillow, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est que le marché immobilier aux États-Unis est public et donc on n'a pas besoin d'être en relation avec une agence en particulier. En fait, on peut aller sur Zillow par exemple ou Redfin ou tout ce qu'on veut et on va trouver toutes les maisons à vendre ou à louer dans un quartier en particulier. C'est ça. Tu définis les critères que tu veux. Et il y a les Zillow addicts qui aiment bien aller voir. Mais moi, je n'étais pas encore addict. Moi, j'aime bien. Mais du jour où il m'a envoyé ça a été terminé. Encore aujourd'hui, tous les jours, j'y suis presque. Je te jure. Et donc, il m'envoie cette maison et il me dit tu voudrais pas qu'on déménage? Je dis mais ça vient d'où cette idée-là? D'où tu me sors cette idée? Mais je lui dis mais tu sais que moi, en fait, je n'ai rien qui me rattache ici. À tout moment, on prend nos affaires, on se casse et on va ailleurs. Moi, je suis chaude. Toi, t'as ta mère quand même. J'ai ma mère, mais c'est ma mère. Il faut que je vive ma vie quand même. Tu vois, j'ai déjà 34 ans à l'époque. Ça va. Je vais pas rester à cause de ma mère, bien si sûr, tu veux. C'est pas mon argument. C'est pas une critique, hein, t'inquiète. Non, mais j'entends, mais c'est vraiment. Et tu vois, lui, Andrew, il avait son fils, pour le coup. Donc, tu vois, c'est plus à la limite pour lui, qui avait plus d'attache pour lui, enfin, qui je trouve plus forte. Quoique non, c'est la même relation père-fille ou mère-fille, c'est pareil. Mais en tout cas, moi, j'ai estimé qu'à mon âge, voilà, qu'à mon âge, où tu vois, bon, quitter ma mère, qui était mariée avec un homme extraordinaire et qui vivait la grande vie, je pensais pas que ça allait être, tu vois, j'ai pas réfléchi à ça une seconde d'ailleurs. Et donc, il me met cette petite graine dans la tête. Et je lui dis, bon, alors maintenant, tu veux aller où? Il me dit, bah, je sais pas, il faudrait qu'on aille voir. Il me dit, mais j'aimerais bien le Tennessee. Il me parle du Tennessee assez rapidement. Pourquoi le Tennessee? C'est quoi? Eh bien, écoute, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire. Moi, je l'ai suivi vraiment les yeux fermés. Pas les yeux fermés parce pour le coup, on est venu passer presque une semaine ou 4 ou 5 jours, je sais plus. Il me parle du Tennessee, il me parle de l'État de Washington aussi. Ok. Ah oui, rien à voir. Okay. Rien à voir. Autre chose un peu plus au nord, mais je sais plus si c'est Vermont ou Maine. Par là-haut peut-être. Je ne me rappelle plus. D'accord. Il me dit ça au mois d'avril. On parle de ça au mois d'avril. Au mois de juin, pour mon anniversaire, fin juin, nous voilà en petit trip. Alors avec le Covid, c'était pas fifou, mais bon, on s'est quand même démerdé. On est venu donc passer quelques jours dans le Tennessee. On a atterri à Memphis. On a loué une voiture. On a passé une première nuit à Memphis. En fait, le Tennessee, c'est un grand rectangle. On est parti d'un côté, on s'est arrêté au milieu. D'est en ouest, quoi. Voilà, on est allé jusqu'à Nashville. On a regardé un petit peu ce qui se passait autour. On est allé jusqu'à Knoxville, complètement à l'ouest. Et puis après, on est revenu dans l'autre sens en s'arrêtant à des endroits différents à chaque fois, pour un peu voir commencer, prendre la température, voir à quoi ça ressemble. Et c'est ça. Et donc, je travaillais 4 jours avec Jenna, et donc 2 jours par semaine, comme 4 jours, c'était pas assez. Et que bon, c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu ric-rac parce que Andrew, il a été payé pendant 1 mois ou 2, mais après, ils ont arrêté de le payer, quoi. Il était au chômage technique et donc lui, il a fait un petit peu de Uber Eats et compagnie pour gagner 3 sous. Et moi, j'essayais de gratter tout ce que je pouvais gratter partout, quoi. Donc, j'ai commencé à faire du pain de la maison. C'est comme ça que tu t'es lancée à la maison. Exactement. J'ai commencé à développer ça. Et en fait, avec mes clients du délit, tout le monde voulait avoir son pain. Je faisais ma petite tournée de livraison 2 jours par semaine. Je prenais mes précommandes. Soit les gens venaient chercher devant chez moi, soit j'allais délivrer. Je faisais une tournée. Comme le camion du boulanger du village qui passe tous les matins devant chez toi, tu vois. Et j'ai commencé à développer ça. Et en fait, du jour où Andrew me met cette graine dans la tête, je me dis, mais à tout moment, on déménage et je fais ça à temps plein. Je kiffe tellement ma vie à travailler de la maison, à faire ce que j'aime. À tout moment, je peux faire ça. Et tout a commencé là-haut à cogiter. On vient dans le Tennessee, je kiffe le Tennessee. Je trouve cet état absolument magnifique. Qu'est-ce que t'aimes alors dans le Tennessee? Parce que je pense que c'est un état qui est assez peu connu des Français en général. On arrive à Memphis,
en plein mois de juin, fin juin. La végétation est absolument Ah incroyable. bah, ça n'a rien à voir avec l'Arizona en plein De désert, j'imagine. vert, de vert. J'avais Ouais. oublié à Ouais. quoi ressemblait la nature. Le désert, c'est beau, c'est rouge, orange. Il fait chaud, il fait bon toute l'année. Tu portes un manteau peut-être 2 semaines dans l'année. Le reste de l'année, tu es en t-shirt, débardeur. Tu passes ta vie à la piscine. Mais en vrai, quand j'ai vu la beauté et le vert, la verdure du Tennessee, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il me faut. C'est la nature qui me manque. J'ai eu un énorme crush. Un peu plus tard, cette année-là, donc en 2020, je crois que c'était au mois de septembre, il me semble, on a été passer quelques jours vers Seattle et compagnie par là-bas. J'ai trouvé ça magnifique aussi. Hein. Mais D'accord. du coup, j'avais déjà eu le Ouais. coup de cœur Ça Tennessee. se J'avais mesurait ça pas dans à la ton coup de tête. cœur, quoi. Ouais. J'étais déjà en train de chercher les maisons, en train de repérer, en train de me dire à moi-même, D'accord. je veux une maison où il y a une pièce que je vais pouvoir consacrer à mon business. J'en étais déjà à construire le truc dans ma tête. Hein. Et donc, j'ai dit à Andrew, écoute, quand est-ce qu'on y va? Dis-moi une date. Dis-moi une date. Si j'ai pas une date, là, je vais passer Ouais. mes semaines à te demander quand est-ce qu'on y va. Hein. Ouais. Et il me dit, ah, je sais pas et tout. Il me dit, bah, on attend les élections. J'étais là, OK, whatever. C'est une date. Ah oui, J'ai parce une que du date. coup, 2020, ok, d'accord. Donc, C'était les élections présidentielles. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah alors, moi, la politique, moins 8000. Moins 8000. Ça Tu suis pas, m'intéresse. tu veux dire? Moins 8000. Vraiment pas. Ça ne m'influence pas, ça ne m'atteint pas. Je ne gaspille pas d'énergie sur ça. Inintéressant. Donc, il me donne cette date. Donc, moi, je me fixe cette date. Je me dis, bon, à partir de là, on prévient, on fait l'annonce. Parce qu'à ce moment-là, il y a personne, à part lui et moi, qui savons Ah qu'on ouais. va déménager, tu vois. Même pas ta mère, Personne. D'accord, Personne. ok, ok. Et donc, après les élections, on va voir ma mère et Fred. On vend la maison, on se casse. On va dans le Tennessee. Ils ont dû halluciner. Ils ont complètement halluciné. Ah bon? Et ça vient d'où cette idée? Demandez à Andrew qui m'a encore planté une graine dans la tête, là, et que du coup, voilà, on en est là. J'avais une copine agent immobilier, celle qui nous avait d'ailleurs trouvé la maison. C'était une cliente du Daily. Ok. Je l'appelle, elle vient nous voir, on fait une estimation de la maison, elle me dit quoi faire, à quoi arranger un petit peu pour commencer les visites. Elle me dit on va faire journée porte ouverte. Elle me dit c'est à l'époque où tout le monde de Californie venait en Arizona. D'accord. La maison s'est vendue en un week-end. Ouais. On a eu des offres au-dessus du prix. Ah ouais, non, mais ça a été une annoncé. période hallucinante. Ça a hein. été- Ouais. Écoute, on a fait une plus-value sur cette maison, c'était absolument parfait. Bah, Ça génial. nous a Vous en aviez payé besoin aussi à ce moment-là, donc c'est cool. exactement. Et puis ça nous a payé les frais de déménagement. Quand on est arrivé, donc on a décidé Nashville parce que moi j'aimais Memphis, Andrew aimait Knoxville et clairement dans le business d'Andrew, il valait mieux qu'il soit près de Nashville. D'accord. Donc j'ai dit écoute, on va se trouver un petit coin dans la campagne autour de Nashville, entre 30 et 45 minutes maximum de route pour toi pour aller au centre-ville parce que il n'avait pas de boulot encore dans son domaine de prédilection, mais il savait qu'il allait y retourner un jour d'une façon bien ou sûr. d'une autre. Et donc, je lui avais dit, écoute, Nashville, c'est quand même, ça me paraît le plus logique. Et donc, on avait pris un Airbnb. On est tombé une fois de plus des trucs Le improbables. destin. Incroyable. La bonne femme, je lui explique, la bonne femme du Airbnb, je lui explique la situation. Je lui dis, écoutez, on vient. On ne sait pas combien de temps on va rester parce qu'on cherche une maison. La meuf, elle n'a pas remis son Airbnb en listing jusqu'à ce qu'on lui dise notre date de départ. Quoi. Elle a été super sympa. Donc, on avait notre petit appart à East Nashville, etc. On est arrivé, donc le temps que la maison se vende, nanani, nanana. On a décollé d'Arizona. Je dis décoller, mais en fait, on a pris chacun de notre voiture. Hein. C'était un petit peu un voyage spirituel, je crois. Que à l'époque, j'aurais pas utilisé ce mot-là, mais avec le recul, c'est vraiment ça. Le voyage d'Arizona au Tennessee, on était chacun dans nos voitures avec le max d'affaires perso dans chaque voiture, le reste dans le camion de déménagement, bien entendu. Andrew, il avait ses guitares, moi j'avais mon mixeur, tu vois, on avait chacun nos priorités. On est arrivé, on est parti le 17 décembre 2020, on est arrivé le 21 décembre 2020. Notre agent IMO d'Arizona nous avait trouvé des agents IMO ici, qu'on a été rencontrés. On a attendu après les fêtes avant de commencer les visites. Première journée de visite, on avait un listing de maisons, dont la nôtre ici, à faire. On commence, on avait un petit circuit prévu, tu vois. Je me rends compte que justement la maison
dans laquelle on est, elle avait disparu de notre planning pour une raison improbable, que le type, il a pris aucun des rendez-vous, qu'il avait enregistré aucun des rendez-vous, j'en sais trop rien. Au final, on a été les seuls à la voir. Elle était revenue sur le marché parce que le couple qui avait fait une offre et qui devait l'acheter, lui ou elle est tombé malade du Covid, a passé je ne sais pas combien de temps en hôpital et du coup, la maison de la vente s'est pas faite. Et elle est revenue sur le marché, genre 2 jours avant qu'on commence les visites. Mais improbable. Improbable. Donc, on est à Pleasant View. C'est un petit village de 4 ou 5 000 habitants. On est à 35 minutes à peu près de Nashville et à peu près 25 minutes de Clarksville de l'autre côté, un peu plus au nord, qui est quand même une ville assez conséquente quand même. On est vraiment à la campagne. On est vraiment sur une route départementale dans une petite impasse, vraiment tout petit quartier, que des terrains assez grands, de à peu près 1 ou 2 acres, tu vois. Petit quartier résidentiel des années 80. La maison a été complètement refaite par le type qui l'avait acheté. Il a acheté ça en ruine, il a tout refait. Donc, maison flambant neuf, tout est neuf. Tout est neuf. Alors, est-ce que tu as ton Porsche autour de la maison? Non, j'ai pas le Porsche autour de la maison, mais j'ai le Porsche devant avec les 2 chaises pour les faire mamie, la commère. Pour faire people watching. Exactement. Ceci dit, comme on habite dans une impasse... Et qu'il n'y a personne qui passe, il n'y a personne à regarder. Voilà, c'est un peu ça. Quoiqu'en ce moment, ils sont en train de construire des maisons sur les derniers terrains qui étaient disponibles. Donc, il y a un peu de passage, il y a un petit peu d'animation. Du coup, vous vous installez vers cette nouvelle vie. 30 janvier, on est dans la maison. Ah ouais, le 30 janvier. Super rapide. Ok. La maison était disponible. La seule chose qu'on a fait faire, c'est enlever les moquettes parce que là où je voulais installer la bakery, c'était de la moquette. J'ai dit ben non. Et il y avait la moquette dans les chambres et comme on est tous un peu, enfin mon mari il est un peu allergique et tout, j'ai dit écoute, on va faire changer ça de suite avant de s'y installer. Comme ça c'est fait. Exactement. Et donc alors, on a fait faire ça. Ton idée de boulangerie justement que tu veux, que tu avais lancé chez toi depuis l'Arizona. Là, du coup, tu te dis, OK, c'est le moment, en avant Guingamp, c'est parti. En fait, j'avais commencé à manifester tout ça parce que quand j'ai vu que ça prenait plutôt pas mal, j'avais mis de l'argent de côté. Je me suis d'abord acheté un mixeur, donc mon premier mixeur, pas très très gros d'ailleurs, hein, avec lequel j'ai commencé. Dans la foulée, j'ai précommandé un four qui venait de Belgique, qui devait arriver plus tôt, mais qu'en fait, merci le Covid, ça n'a pas arrêté d'être repoussé. Ça devait être 2 ou 3 mois de délai, ça s'est retrouvé être 9 mois de délai. Mais comme la vie est magnifique et tellement bien faite, le four est arrivé lorsque nous avions aménagé dans la maison, lorsque j'avais installé cette pièce, lorsque j'avais l'étagère qui allait l'accueillir, lorsque vraiment tout était prêt à accueillir ce four et pour vraiment tout commencer. Dans la foulée, j'ai un ancien client de Coton et Copper qui me dit « Hey, j'ai connu une meuf à Nashville. Elle est agent immobilier. » Bon, sauf qu'on venait déjà de signer avec quelqu'un. Mais il me dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-la. Elle est super sympa. Elle pourra te... Si tu as besoin de... Si tu cherches un truc en particulier, tu sais, elle pourra t'aider, elle pourra te guider. Okay. » Je contacte la meuf sur Instagram. Premier truc qu'elle me dit, c'est « Ah, mais t'es française? Attends, mais... Je suis cliente dans une pâtisserie française. Je vais là-bas tout le temps acheter les croissants, les gâteaux, les trucs comme ça. Tu devrais absolument y aller. » Bon, ok, d'accord. Je note. Quand on rencontre nos agents immobiliers, elles me disent « Eh, mais en bas de la rue, là, il y a une pâtisserie française. Non, tu devrais y aller, hein, parce que c'est tenu par des Français et tout. Hein. » Bon, c'était la même pâtisserie. Little Gourmand. Et je dis, bon, je vais y aller. Et donc, quand on était encore à Nashville, à l'appart, qu'on n'avait pas encore trouvé la maison, je suis allée à Little Gourmand, je rentre, je dis bonjour. Et là, c'était la patronne française qui me répond bonjour. Et donc, j'étais trop contente. Je me dis, c'est bon, je suis au bon endroit, c'est la bonne personne. Ouais, c'est ça. Et je dis, bonjour, voilà, je m'appelle Émilie, je viens d'aménager, ou en tout cas, je suis en train d'aménager par là, et puis je fais du pain. Elle me dit, ah, ben oui, c'est toi, Émilie. J'ai déjà entendu parler de toi aussi. Excellent. Et donc, en fait, la fameuse meuf qui m'avait été, avec qui j'avais été connectée avait déjà parlé de moi. Et en fait, quand je suis arrivée là, elle savait déjà qui j'étais. Elle me dit, écoute, Émilie, ça tombe bien parce que justement, cette année, on voulait commencer à faire du pain, mais je n'ai ni la place, ni le temps,
ni l'équipement pour le faire. Donc, j'ai dit, écoutez, je vais finir d'acheter ma maison, finir de m'y installer. Et dès que j'ai le temps et que je peux m'en occuper, je vous fais quelques miches de pain, je vous amène ça, vous goûtez et on voit de là, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. On a aménagé. Bon, j'ai pris un petit peu de temps, tu sais, pour vider les cartons, tout ça, d'aménager mon matériel. Je savais que le four allait arriver incessamment sous peu, mais pour l'instant, je faisais vraiment cuire encore en cocotte dans le four traditionnel. Donc, je peux en faire cuire 4 ou 5 maximum en même temps parce que les cocottes, ça prend de la place, quoi. Arrive un matin, je lui fais tout un tas de pains, des trucs que j'avais déjà inventés, des recettes que j'avais déjà faites plusieurs fois. Et c'était un peu devenu mes standards, tu vois. C'est comme si j'avais un petit panel, un petit menu, tu vois. Voilà. Donc, je lui amène un pain de chaque, etc. Et puis, non, elle a été ravie de suite. On s'est de suite entendu sur tout. Donc, on s'accorde. Je crois que j'ai commencé, c'était mi-février 2021. Donc, ça a commencé comme ça, avec Little Gourmand. Puis après, tu as signé avec 2 autres... Après, j'ai signé avec... Enfin, signé. Des collaborations aussi, je me suis mis... j'ai trouvé... Alors, d'abord, comment ça s'est passé? Pareil, Instagram, je cherche à me connecter avec des gens locaux. Donc, je fais recherche Pleasant View et puis je tombe sur des posts, des trucs, des machins. Je trouve certains business, dont un business qui s'appelle La Belle Naturelle, qui m'interpelle forcément. La Belle Naturelle, elle me contacte assez rapidement quand elle connecte, tu vois, quand elle voit qui je suis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'habite, tu sais. Et de suite, elle me contacte. Oh là là, trop bien, une Française. Elle me dit, moi aussi, je suis Française. Enfin, ma mère est née en France, mais moi, je suis née aux États-Unis. Je parle français, mais beaucoup moins parce que je le pratique quasiment pas. Mais elle me dit, j'ai une petite boutique, je fais des produits naturels. Ça s'appelle La Belle Naturelle parce que Belle, Isabelle, c'est le prénom de sa fille. Et en fait, elle a monté son business parce que sa fille avait des problèmes d'eczéma et qu'aucun médecin n'a été capable de lui régler le problème. Elle est tombée sur un pédiatre qui lui a parlé de produits faits maison, naturels. Elle a commencé à faire de recherches, elle a commencé à faire des produits. Et puis, ça a commencé comme ça pour sa fille, pour les copines de sa fille, pour ses copines à elle, pour la famille, pour ci, pour machin. C'est devenu un énorme business. Elle avait ouvert sa petite boutique ici et elle vendait, en plus de ses produits, des produits de petits local makers, des petits locaux qui font des petits trucs. Et elle était intéressée de faire une vente de pain une fois par semaine à sa boutique. Donc, je me suis lancée avec elle aussi. Ça m'a fait me connaître, évidemment, à Pleasant View. C'était de la folie. Premier jour, meuf, il y avait la queue. Je disais, mais attends. Waouh! Tout ça pour moi? Incroyable! Donc, j'étais avec eux. Et puis, je crois que c'était l'été qui a suivi. Donc, ça devait être au mois d'août. Sanctuary on Main à Clarksville, qui est donc la ville qui est à peu près à 25 minutes, qui est un studio de yoga avec un petit café à l'intérieur où ils vendent pareil des petites pâtisseries, des petits trucs à grignoter, etc. Qui me contactent. Elles sont 2 owners, putain, je sais plus parler français. Propriétaires. Gérante, ouais. Et une d'elles est allemande et elle ne trouve pas de pain comme à la maison, nulle part. Et donc, elle était très intéressée de me rencontrer, de goûter mes produits et que je fasse pareil une vente. Donc, pendant à peu près 1 an et demi, j'ai fait ça. Je me suis développée, j'ai pris un peu la confiance, l'expérience. Je suis partie dans les grands volumes. J'avais des semaines extrêmement chargées, mais encore très mal organisées. Je me cherchais un petit peu à me trouver un rythme, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça allait pas du tout. C'était organisé, mais désorganisé. C'est-à-dire que je brassais beaucoup d'air et je faisais pas grand-chose, mais ça me faisait perdre beaucoup de temps. J'étais pas assez efficace, en fait. Donc, j'ai décidé d'arrêter avec les 2 derniers business. J'ai gardé uniquement Little Gourmand. Et là, je suis en train de me dire, j'en oublie un 4e. The Yorkshire Deli. Pareil. Alors, c'est pas des Français, mais pas des Allemands. C'était une Anglaise. C'était une Anglaise. Ça fait toute l'Europe. Exactement. Tout le monde m'a trouvé, la petite Française qui fait du pain, et ils voulaient tous m'avoir, quoi. Et je travaille encore avec eux le week-end, comme c'est que le week-end, enfin que le samedi que je fais pour eux, je l'ai gardé. Donc, je faisais Little Gourmand, eux, et à la place d'aller à Clarksville et d'aller ici faire 2 ventes, j'ai décidé de tout grouper et de proposer aux gens de venir chercher leurs commandes sur mon allée devant la maison. Donc, je crois que c'était début 2023 que j'ai instauré ça.
J'ai installé une table pliante avec une jolie petite nappe. Je mettais les sacs avec le nom de chaque client. Et puis, on est aux États-Unis. Donc, Ouais, les gens vont pas aller piquer les commandes des autres. ça surprenait mon père et ma belle-mère quand ils sont venus nous voir en septembre 2023. Mais je leur disais, non, non, je mets la table et puis chacun vient, chacun prend son sac. Il n'y a personne qui vient me chourer, rien du tout. Tu Ah vois, oui, les non, gens ouais, bien sont... sûr. C'est comme Voilà les quoi. colis, etc. Ici, ça se fait. Ouais. Exactement, exactement. Et donc, pendant un peu plus d'un an, je fais ça. Début 2024, je me dis, bon, Émilie, soit tu te calmes, soit tu mets les bouchées doubles. J'avais vraiment la sensation de brasser beaucoup d'air, de perdre pas mal de temps avec les commandes, à gérer les commandes, les paiements, les trucs, les machins. J'avais, tu sais, Pas un système de aussi efficace brasser qu'il aurait pu vraiment. être. Voilà, Ouais. exactement. Et donc, je commençais à réfléchir qu'il fallait peut-être que je change les choses, mais en même temps, bon, j'ai pas trop envie de les changer les choses. Donc, on va laisser faire. On va laisser faire. Janvier 2024, on se boucle le voyage en France avec mon mari au mois de juin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, juste avant le voyage, c'était Ah ah. mercredi 1er mai. J'étais en train de préparer de la pâte à brioche dans ma cuisine lorsque tout à coup, quelqu'un me sonne à la porte, très, très improbable parce que vraiment, il n'y a personne qui vient me sonner à la porte. J'ouvre, un type que je ne connais pas. Et donc, moi, dans toute mon authenticité, je sors avec mon tablier, mon mixeur qui tourne encore derrière et tout. Je dis oui, bonjour, c'est pourquoi. Et il me dit oui, bonjour, je viens de Cheatham County. Et là, je dis quoi? Tu viens d'où? Oh, inspection de la cuisine? Pas ça. Codes and building. C'est ça? Code and building? Ouais. Et je dis oui, mais c'est quoi le souci? Il me dit on me dit dans l'oreillette que vous avez un petit business une petite bakery. Je dis oui, d'ailleurs, t'entends le mixeur qui tourne? Attends, d'ailleurs, je vais l'arrêter parce que sinon la pâte, ça va pas aller. Et il me dit mais vous n'avez pas le droit en fait. Et je lui dis mais Pas zoné? comment ça, j'ai pas le droit? T'es pas zoné commercial? Je suis pas, bien sûr que non, je suis pas zonée commerciale. Mais le monsieur n'était pas très très bien renseigné, hein. Le monsieur est venu parce qu'en fait, il y a eu une plainte Ouais, bah, ça se commence comme ça. Tu as un voisin qui est pas content? exactement. Il y a trop de gens qui se gardent Un devant chez créneau lui de ou 2 heures, pardon, un créneau de 2 heures le samedi matin où j'avais des allers-retours de voiture. On vit dans une impasse, donc en fait, les gens, ils allaient en général faire le tour de l'impasse pour s'arrêter dans le bon sens de la rue chez moi pour s'arrêter. En plus, la plupart du temps, je mettais la table suffisamment loin pour que la voiture puisse se mettre sur chez toi, sur ton l'allée, tu driveway? vois, Mmh. prendre le sac et puis après reculer, repartir. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus bon. Je comprends que quand j'ai commencé, j'avais peut-être une douzaine de commandes et que quand on était au mois de mai 2024, un an et quelques après, c'était le double, voire le triple certains week-ends. J'entends qu'il y avait beaucoup de passages. Mais viens me parler. Bah oui. Enfin, Ça Nine, commence viens par me là, quoi, en tout parler. cas. Ouais, bien sûr. Bon, on s'entend pas avec les voisins d'à côté parce qu'ils ont, je sais pas, 4 chiens qui aboient à l'air, au vent, et sur nous à chaque fois qu'on sort. Donc, on a dû faire une clôture tu sais, que tu vois pas à travers parce que c'était invivable. Je sortais le matin à 5h30 pour mettre le pain dans la voiture pour partir livrer. Je me faisais agresser par ces chiens. Ça va. À un moment donné, ça va. Et donc, bref, je pense que c'est elle, mais bon, je ne le saurai jamais vraiment. Et donc, ce type me dit ouais, alors déjà, vous n'avez pas de business license? Je dis si, en fait, j'ai une business license. Et en plus, je paye mes taxes. En plus, je paye une taxe spéciale parce que j'ai mon business à l'intérieur de la maison. Et en plus, il y a un décret qui s'appelle, alors ça s'appelle pas un décret du coup en américain, mais le Food Freedom Act qui permet à des gens qui font des produits à la maison de les vendre sans souci tant que le produit n'a pas besoin d'être réfrigéré. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir une inspection de cuisine, ce genre de choses, parce que c'est du pain, si tu veux. Il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. C'est pas des trucs avec de la crème. C'est pas des trucs avec de la viande, ce genre de choses. Donc, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est absolument légal. Quand j'ai commencé mon business, Andrew a fait toutes les recherches nécessaires pour savoir comment faire ça légalement. Le but, je ne suis pas une soccer mom qui fait du pain pour s'amuser de temps en temps. Moi, c'est mon vrai business, quoi. Donc, je fais les choses bien. Je paye mes impôts, on paye les sales tax. Je veux dire, on fait tout. Ouais, bien sûr. Donc, le type qui vient m'agresser comme ça, bon, c'est au fur et à mesure de la conversation que je comprends qu'il y a eu une plainte et que la plainte, elle vient du passage. Et là, je me dis, OK, là, c'est peut-être un peu un point un petit peu trouble. On n'est pas zoné. On n'est pas zoné
commercial et effectivement, je ne devrais pas avoir des clients qui viennent chez moi. Donc là, Émilie se dit, attends, déjà dans 1 mois et demi à peu près, je pars en France. J'ai pas envie de me lancer dans un truc trop sérieux, donc je vais trouver une solution comme ça. Et j'ai trouvé une solution comme ça. Incroyable. The Village Market, un petit boui-boui qui vend des fruits et légumes, qui fait venir de la viande d'un boucher du Kentucky, qui vend le bœuf entier coupé en morceaux, qui vend des plantes, qui vend des pumpkins à la saison des Eh pumpkins. ben, ils vont vendre du pain. Exactement. Je suis allée les voir, mais le jour même, c'est-à-dire que le type est parti en s'excusant presque. Je lui envoie le lien, tu sais, du décret, machin, tout ça. Il me dit, je vais regarder ça avec mon patron. Et 1 heure ou 2 plus tard, il m'a envoyé un message d'excuse d'être venu m'importuner à la maison, tu vois. MDR. Donc moi, entre-temps, je file là-bas. Je me dis, bon, je vais d'abord tenter au supermarché du village. Hein. C'est un point ultra central. Je me dis peut-être qu'ils vont m'autoriser à me mettre sur le parking pour que je puisse rencontrer mes clients pour le pick-up, tu vois. Et je rencontre le manager. Il me dit, vous voulez pas vendre du pain en gros pour nous? Je dis, non, flemme. Par contre, si tu me laisses me garer sur ton parking le samedi matin pour que les clients viennent chercher leurs commandes, moi, ça me va. Il me dit, faudrait que je demande au corporate, au bureau, au truc, au machin. Lui aussi, il avait un peu la flemme. Donc, je suis partie. Je vais au Village Market et là, je dis, bon, voilà, je cherche juste un endroit. Vraiment, c'est du dépôt. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Je viens, je dépose les commandes. Vous, ça vous fait du passage parce que les gens vont venir chercher leurs commandes chez vous. Ils vont regarder ce qu'il y a et puis potentiel client, quoi. Et le type, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, je me dis, allez, parfait, emballer, c'est peser, tranquille. Je fais ça donc pendant 6 ou 7 semaines, un truc comme ça. On part en France et je savais que ça allait changer, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Je rentre de France, fin juin, et je vais voir The Village Market pour dire coucou, je suis de retour, est-ce que on peut continuer notre arrangement et tout ça? Et puis elle me dit, ah mais oui, mais alors bientôt on va ouvrir que certains jours à certains horaires parce que ça va être la saison un peu plus creuse, donc nanani. Alors elle commence à me poser des conditions, des trucs et des machins, et là dans ma tête je me dis, bon Émilie, le message est clair. Retourne au supermarché et il est temps pour toi de faire les choses en grand. Me voilà partie à H.G. Hill. Donc, ça s'appelle H.G. Hill. C'est une grosse chaîne de supermarchés. Apparemment, c'est pas gros corporate, c'est petit corporate. Apparemment, c'est quand même des gens comme toi et moi qui ont des parts, etc. Il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine de magasins en tout, je ne sais pas. Ouais. Donc, c'est gros sans lettres. Mais c'est le seul supermarché de Pleasant View. C'est l'endroit vraiment central parce que quand tu arrives à Pleasant View, tu passes devant, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, donc nickel. Et donc, je revais voir le manager. Je dis, coucou, tu te rappelles de moi? Bon, j'ai changé d'avis. Je rentre de vacances, je me sens fraîche. Je me sens fraîche et motivée. Allons-y. Et il me dit, d'accord. Alors, sa seule condition, c'était que j'ai une assurance, je me rappelle plus le nom. J'ai dit, ça, c'est sûr que je l'ai déjà. Si je ne l'ai pas, dans 2 jours, j'ai le papier comme quoi je l'ai. T'inquiète pas, je m'en occupe. En tout cas, je mets mon mari sur le sujet. Donc, Andrew m'a ficelé ça en 5 minutes. Ça a été réglé. Je veux dire, on a payé au téléphone. Et puis, bam, boum, j'avais l'email de confirmation, tout ça. Donc, je lui ai amené mon papier d'assurance. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas important. Je dis, bon, alors, on fait comment? Combien de jours, combien en quantité, etc. On négocie les prix, on est d'accord sur tout. On commence avec 2 jours par semaine. Au final, on en est à 4 parce qu'il y a de la demande. Et du coup, quand je vois le volume que ça va représenter, j'ai dit à mon mari, il est temps d'acheter un gros mixeur. Et Émilie, elle n'a pas trouvé mieux. Non, je peux pas parce que je travaille de la maison. D'accord. Ah, tu peux pas, d'accord. Ok. Comme c'est à la maison, tu peux pas avoir d'employés, tu peux pas faire travailler de gens. Mais je me dis, je vais me prendre la pièce à côté qui était le bureau d'Andrew, qui est maintenant dans cette pièce ici où je suis parce que c'est une chambre, c'était notre chambre d'amis qui a été transformée dans son bureau. Et moi, j'ai pris son bureau et du coup, je me suis étalée et j'ai plus de place et j'ai beaucoup de place dans les frigos. J'ai un énorme mixeur qui me fait 5 fois plus en quantité que le petit mixeur avec lequel j'ai commencé. Et en fait, j'ai plus de doublé mon chiffre d'affaires. Félicitations. Merci beaucoup. En travaillant avec eux. Alors, c'est un petit peu sport. La transition a été un petit peu compliquée. Déjà, se familiariser avec un nouvel équipement, les grosses quantités, réorganiser toute ma façon de travailler, etc. Entre-temps, mon mari prend un job
où il voyage, c'est-à-dire D'accord. qu'il est 2 semaines sur 3 pas à la maison. Ah oui, quand même. Ok, Donc, d'accord. je me lève, je mixe, je fais cuire, je vais livrer à Nashville et je reviens. Je continue de faire cuire en rentrant parce qu'en général, j'ai pas tout fini. Je fais tout ce qui est sucré, les cinnamon rolls et compagnie en parallèle de ça. Après, je vais livrer le supermarché au village. Je rentre, je finis ma journée, je prépare la journée du lendemain. Enfin, ça a été un petit peu sport. Et en plus, entre-temps, j'ai pris un bébé chien. Donc toi qui aimes le rythme soutenu, en fait, tu as J'adore. réussi à re-remplir. C'est ça. Là, c'est en train de se recalmer un petit peu parce que mon Tu es en bébé train de chien, caler ton rythme, en fait. ouais, mon bébé chien n'a plus besoin d'autant d'attention qu'un petit chiot. Il a 5 mois, il va faire 5 mois dans 2 jours là. Donc il commence à avoir un petit peu moins de besoins, etc. Donc il se D'attention gère, constante. Ouais. voilà, il se gère vachement bien. Il est tout gentil, il reste dans le jardin derrière. Il adore, il se met au soleil, il est tranquille, il bouge pas, il part pas, il s'échappe pas, il rentre, il vient me voir, il voit que je travaille, il voit que je suis encore dans ma pièce. Alors en plus, comme il y a 3 marches pour descendre, il sait qu'il n'a pas le droit de venir dans cet espace-là. Donc, il me regarde, tu sais, en mode Oh, démarche. c'est mignon. Quand il voit que je suis occupée, il repart dehors, il est content, tu vois. D'accord. Donc là, j'arrive à avoir un rythme quand même où, alors évidemment, je me lève tôt et j'ai un rythme de vie qui est complètement en décalage avec les autres gens de la société, hein, on va pas se mentir. Mais moi, ça me va très bien parce que je vis seule, presque. Quand mon mari est pas là, je vis ma meilleure vie. En fait, c'est tellement pas du travail que c'est pas un problème pour moi de me lever à 2 heures tous les jours de la semaine. Et en plus, le À 2 samedi, heures, tu te lèves? Oh la vache! et Ah oui, ouais, non, il y a tôt et et tôt quand ouais, même. ouais, ouais. Et dans la nuit du vendredi au samedi, qui est ma plus grosse nuit de cuisson, puisque je fais beaucoup plus le samedi, des fois, je me lève à 11 heures la veille. C'est-à-dire que je vais faire une petite sieste vers 3-4 heures, jusqu'à 11 heures, minuit des fois, et je me lève et je cuis jusqu'à 8-9 heures du matin. Alors, du coup, tu cartonnes d'un point de vue professionnel. C'est quoi l'impact de ce rythme aussi, je sais pas, sur ta vie de couple, sur ta vie amicale, ta vie sociale? Tu arrives du coup à te caler parce que tu disais que ce qui te nourrit mentalement aussi, c'est le contact des autres. Ce que tu disais au début, c'est ce que tu aimais dans ton premier métier d'opticienne, pas opticienne. Comment est-ce que du coup tu te nourris de tout ça encore aujourd'hui? Quel équilibre est-ce que tu as trouvé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, j'ai eu ce que je vais appeler une prise de conscience. Il y a des gens qui appelleraient ça spiritual awakening. Une épiphanie? Ouais. En fait, en 2020, avec le Covid, j'ai appris à me connaître, je me suis découvert, je me suis fait face. Et en fait, pour la première fois, je me suis rencontrée. Et en fait, j'ai réalisé que pendant toute ma vie, j'avais été sous l'emprise de ma mère, qui est une personne un petit peu narcissique, un petit peu toxique. On le dit pas très, très fort parce que voilà, j'aime pas trop étaler ma vie perso, mais en fait, je me suis défait de ça. Le déménagement Arizona-Tennessee m'a permis de couper un lien que je ne savais même pas que j'avais encore avec elle. Je pense que j'ai vraiment coupé le cordon ombilical à ce moment-là. D'accord. Toute ma vie, j'ai été sous son emprise. Ce que je pensais vouloir faire de ma vie, en fait, c'était ce que elle voulait que je fasse. Tu vois le genre? Ouais. Si tu veux, quand on a aménagé ici, elle est venue passer quelques jours pour nous aider à aménager, etc. J'avais vraiment pas envie qu'elle vienne. C'est mon beau-père qui m'a dit, écoute, ça serait bien quand même. Ta mère est très déçue. Le deal, c'était qu'elle vienne nous aider à nettoyer la maison qu'on allait acheter. Le truc, c'est que la maison était neuve. Elle n'avait jamais été habitée, donc il n'y a pas eu besoin de la décaper comme j'aurais nettoyé une maison qui avait été habitée, tu vois. Ouais. Et donc, je lui ai dit, oh, c'est pas la peine de venir. Bref, mon beau-père m'a fait un petit peu de chantage affectif. Et donc, ça s'est très, très mal passé pendant une semaine, mais je crois qu'elle ne l'a pas réalisé que ça s'est mal passé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, écoute, Émilie, avec ta mère, ça fait des années, tu sais que ça va pas, que la relation est toxique, de toute notre vie, qu'on avait des disputes on et off, tu sais. Et en fait, j'ai réalisé plein de choses. J'ai réalisé qu'en fait, elle reproduisait sa propre relation avec sa propre mère, que c'est souvent le cas, hein. Voilà. Et que moi, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est que inconsciemment, j'avais juste pas envie de répéter le même schéma. Ça, c'est des choses que ça fait. Dans ces 4 dernières années, j'ai eu beaucoup de réalisations. Ouais. Ça fait 1 an que je ne lui parle plus. Pour l'instant, j'ai pas d'intention de renouer le contact ou quoi. Je me sens mieux sans elle. C'est terrible, mais je me sens mieux et je suis enfin moi
Je peux être c'est moi. courageux de le dire à voix haute. Ouais, Bravo. parce que c'est important. C'est Ça touche important. beaucoup plus de monde qu'on le pense. Hein. Écoute, il n'y a pas plus tard qu'hier, une de mes meilleures amies de France qui m'envoie un message pour me dire, je nommerai pas son nom, pour me dire, je crois que ma mère est toxique. Je dis, écoute, viens, on peut en parler si tu veux, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine. Ça a débloqué tout un tas de choses en moi. J'ai perdu du poids parce que elle me mettait le stress avec ça. C'est vraiment des choses extraordinaires se sont passées en moi. Je me suis enfin trouvée, mise face à tout ça et j'ai réalisé qui j'étais. J'ai aussi eu une réalisation sur mon hypersensibilité. C'était quelque chose que il y a encore pas si longtemps que ça, on ne parlait pas de l'hypersensibilité. Je me suis toujours sentie en décalage avec la majorité des gens. J'ai toujours ressenti que j'étais un peu perchée et que j'étais pas comme les autres. Et en fait, comment j'ai découvert que j'étais hypersensible, ou en tout cas comment je l'ai conscientisé, et à partir de là, je me suis beaucoup éduquée sur le sujet. C'est en regardant une story de Coton et Copper. Donc, ils m'ont jamais repris en fait. Hein. Ils m'ont jamais repris, ils ont jamais pu, puis après ils ont fini par fermer définitivement. Ah, en plus, d'accord, ok. Voilà. Si tu veux, ça s'est passé comme ça. Et en fait, il m'avait dit, on te rappelle dès qu'on peut. Et en fait, je vois sur une story un des barman qui, lui aussi, avait été mis au chômage technique. Il avait été repris. Et je le vois en train de faire mon travail, en train de faire des cookies dans la cuisine en story sur Instagram. Je vois la story, je me mets à pleurer. Et là, je coupe tout. J'éteins la télé, ou je crois que mon mari regardait la télé. Je dis, éteins la télé, je coupe le portable, et je dis, il faut qu'on ait une conversation. Il faut que j'en parle. Je dis, c'est pas normal que je me mette à pleurer devant une story comme ça. En fait, je comprends que ce que je ressens, c'est, je suis triste parce qu'ils m'ont pas rappelé. Une trahison, un peu, d'une certaine manière. Mais pourquoi je réagis comme ça, quoi? Enfin, c'est un peu disproportionné. Et là, en fait, de fil en aiguille, je commence à m'éduquer sur le sujet. J'achète un bouquin, 2 bouquins, j'écoute des trucs, des podcasts, des vidéos, des machins. Et je me rends compte qu'en fait, nous représentons à peu près 20% de la population. Ah oui, et je mais me c'est dis, énorme, bien sûr. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Et une fois que j'ai compris qui j'étais, j'ai dû changer complètement d'énergie et j'ai attiré à moi que des gens comme ça, que des bonnes choses, que des bonnes vibes. Je me suis transformée émotionnellement, physiquement, mentalement. Je suis devenue, j'allais dire une nouvelle personne, mais en fait, je suis devenue moi, tout simplement. En fait, tu as laissé plus de place à la toi que tu planquais, quoi, un peu. Exactement. Et je veux dire, mon mari m'a épaulée. Le pauvre. Tous les 4 matins, j'avais un truc à lui raconter, à lui expliquer, à process, à chialer. Il a été incroyable. Cet homme est incroyable, vraiment. C'est génial. Et donc, en fait, je trouve ma paix, ma vraie paix, ce qui me fait vraiment, moi, vibrer, c'est être seule, travailler seule, avoir un contact avec des gens, oui, mais pas tout le monde. Et en fait, mes clients avec qui j'ai des relations, c'est des gens qui sont un peu comme moi, qui sont un peu perchés, qui ont un côté un peu rêveur, je suis pas vraiment, je vis pas dans la même réalité que la majorité des gens, quoi. Vraiment, les gens qui gravitent autour de moi, c'est ça. C'est des gens qui sont pas trop coincés dans la matrice, en fait, j'ai envie de te dire. Eh ben bravo, parce que c'est un sacré cheminement personnel d'arriver à ces conclusions, absolument. et d'être à l'aise avec tout ça. Et puis bravo pour ton cheminement professionnel qui est Merci super beaucoup. impressionnant. C'est important de prendre le temps de célébrer les victoires de tout le monde. Si tu pouvais revenir un petit peu en arrière, est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu te chuchoterais un petit conseil rétrospectivement, tu as un truc que tu aurais peut-être pu faire plus tôt? Émilie, regarde bien les signes et suis-les. Parce que tu es guidée. J'en suis convaincue, que je suis guidée. Fais confiance à la vie parce qu'elle t'amènera là où tu dois aller. T'es émue en disant ça, hein? Ah, toujours. Oui, je suis très émue, je suis une hypersensible et je n'ai plus honte. Avant, j'avais honte parce que ma mère, elle me disait « Oh, Émilie, quand même, arrête de pleurer, hein, ça suffit !» Maintenant que j'ai le droit de pleurer ouvertement, je le fais. Et ça, vraiment, ça libère de tellement de choses. Ah bah, carrément. Soyez vous-même, aimez-vous, n'ayez pas peur de qui vous êtes. Ouais. Eh ben écoute, c'est une magnifique conclusion. J'aurais pas dit mieux. Merci infiniment d'avoir passé ce petit moment, mais on a bien papoté, hein, on est presque à 2 heures d'épisode, je pense. Je parle trop.
Non, tu parles pas trop, mais c'est super. Écoute, en tout cas, merci infiniment. Bravo Merci pour tout. beaucoup. Et si vous voulez vous inspirer aussi un peu du travail d'Émilie, je vous mettrai bien entendu son site et ses réseaux sociaux dans la description de cet épisode afin que vous la retrouviez facilement. À très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Émilie pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Et je dis aussi un grand merci à Rachel qui m'avait parlé d'Émilie il y a quelques années. Je suis contente qu'on ait pu concrétiser cette rencontre par les ondes du podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu autant qu'à moi, alors n'hésitez pas à le faire savoir. Partagez-le dans votre groupe d'amis sur WhatsApp. N'hésitez pas à lui donner des étoiles sur Spotify et Apple Podcast notamment, ou encore à le partager sur les réseaux sociaux. Ça compte énormément pour la visibilité du podcast. Alors je vous dis un grand merci par avance. La semaine prochaine, je vous emmène à Paris avec la plus anglaise des Parisiennes. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Quand je faisais un dîner, comme je ne comprenais pas le français très bien encore, je croyais que les gens se détestaient, qu'ils allaient plus se voir. Parce que mon mari m'a toujours fait cette réflexion. Ouais. Quand les gens se mettaient à débattre, Ouais. il était toujours impressionné que le lendemain, on se revoit comme si de rien n'était, qu'il n'y avait pas Exactement. de problème. Parce que j'ai vraiment c'est vécu bien ça. un peu chaud, quoi. Ouais, j'ai vraiment vécu ça en me disant, Alors mais qu'on c'est respecte quoi les cette opinions. histoire des Ouais. gens qui s'engueulent et puis ensuite le lendemain s'aiment. Tout va bien. Ouais. Trop de rancœur chez les Anglais pour faire ça. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis encore un grand merci d'être là chaque semaine, ça compte tellement. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.